de Canal Presse, votre magazine hebdomadaire d'analyse et commentaires de l'actualité de la semaine, qui démarre tout de suite avec le sommaire de Ghislain Pierre-Essonneau. Dans le gouvernement de Joseph John Goutier, il y a Jean de Dieu Momo. Cette semaine, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice a fait des choux gras de la presse. Et je suis sûr qu'il n'avait pas prévu ça. Après ses propos parentés à l'antisémitisme, l'homme est revenu sur ses pas en demandant pardon, mais non sans avoir tout essuyé. Premièrement, parce qu'Israël a haussé le ton au point de faire mettre à l'étroit l'homme du 4 janvier 2019. Jean de Dieu Momo a fini par dire que c'était pas intentionnel, son discours de comparaison entre juifs et peuple bamileke du Cameroun. Et pour bien montrer sa cohérence habituelle, l'État d'Israël a failli appuyer sur son bras séculier américain, qui aurait pu supprimer son appui militaire à la partie camerounaise. Mais après les excuses de l'homme, l'affaire est-elle rangée? La question paraît saugrenue, mais regardons autour de nous et voyons l'état de santé de la gouvernance, celui de la démocratie par l'expression ou celui des droits de l'homme. En ce moment, Yaoundé ne peut pas se débarrasser de l'aide internationale au plan militaire et stratégique. On peut donc imaginer un déferrement des poursuites de Maurice Kamto dans le grand concert de la démocratie à peser. Dans le même temps, il y a risque de démocratisation des manifestations publiques le cas échéant. Dans tous les cas, l'homme de la situation, ce sera encore le fils d'un Vomeka. Nous revoici le 10 février. Comme depuis 36 ans, Paul Biya ira faire un discours à la jeunesse. On l'écoute depuis lors, mais il est toujours attendu. Le président camerounais ne va pas s'embarrasser. On est en droit de l'attendre sur deux lignes. D'abord au plan économique et à la suite de son investiture, il va encore encourager les jeunes à s'approprier les nouveaux horizons, allusion faite aux technologies de l'information et de la communication. Il va encore leur demander de mieux se former en vue de s'auto-employer. Au plan politique, rien à faire. Invite sera formulé à plus de responsabilités des jeunes. Par exemple, que la jeunesse s'abstienne d'aller dans la rue, de ne pas suivre les sirènes que la sienne, lui, Paul Biya, et pas Maurice Kamto. Vous verrez que ce sera dit d'une manière ou d'une autre. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre-Essonneau et à dimanche prochain, j'accueille sur ce plateau des invités qui sont déjà là. Anissé Kane, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de dire enfin. Oui, enfin, bonjour, merci de m'avoir invité, enfin. Alors, je vous suggère de dire un mot de cette actualité africaine cette fin de semaine, la démission de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Pour vous, c'est un événement ou pas? Si, dans le contexte ivoirien, c'est un événement, dans la mesure où c'était quand même une personnalité importante de l'État ivoirien, allié au président d'une manière ou d'une autre. Et il démissionne, j'ai suivi aujourd'hui sa déclaration à la sortie de l'Assemblée après son discours. En réalité, il dit que c'est pour ne pas clasher avec Ouattara qui démissionne. Cela veut dire que ça va chauffer en Côte d'Ivoire d'ici quelques mois. Contrairement à ce que les gens imaginaient qu'il allait faire ses études, je ne sais pas pourquoi continuer ses études. Je crois que ça va clarifier la situation. Soro joue à l'opportunisme, on peut dire que c'est de bonne guerre en politique. Je crois qu'il va se démarquer parce que la situation de la libération de Gbagbo va faire bouger les lignes en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont joué sur sa fin politique, même sa fin tout court, pourront certainement reviser leur position. Merci à vous également d'être venu, Émile Messi. Vous nous venez de Yaoundé. Vous êtes membre de la sous-commission de communication audiovisuelle du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, ce départ de Guillaume Soro, cela laisse la place à ce qu'on a toujours cru voir comme ambition de ce jeune de briguer une présidence ivoirienne. Ce sont des lectures. Est-ce que vous faites la même lecture? Bien évidemment, c'est clair. Vous savez, le rôle trouble de Soro depuis la crise ivoirienne des années 2000 avec l'arrivée de Gbagbo au pouvoir. Dans un premier temps, Guillaume Soro
entre le maquis et puis il est sorti du maquis d'une façon officielle. Il a rejoint le camp Gbagbo qui, à l'élection de 2010, a finalement lâché pour coaliser avec Ouattara. Il était clair que Ouattara devait faire 2 ans au pouvoir. 2 mandats, je vais dire. Et à voir l'évolution des choses aujourd'hui, il est clair qu'en 2020, Ouattara n'est pas prêt à partir. Et par conséquent, Soro voit ses chances d'accéder à cette affaire diminuer. D'où son choix, et d'ailleurs il a été clair lui-même là-dessus, et qu'il avait le choix entre accepter, adhérer au RHDP et se retirer pour ses convictions. Ses convictions, c'est quoi? C'est que lui-même veut effectivement accéder au pouvoir et qu'il trouve que Ouattara est en train de briser peut-être un pacte secret. C'est clair. Merci à vous, professeur Louis-Roger Kemayou, d'être là, enseignant de communication à l'Université de Douala, sociologue aussi. Vous avez des attachements très forts avec la Côte d'Ivoire où vous avez passé plus d'une trentaine d'années. Quel regard vous portez sur le champ politique ivoirien aujourd'hui? Il est en pleine recomposition, recombinaison, reconstitution avec cette actualité, on va le dire comme ça, la démission de Guillaume Soro. La démission de Guillaume Soro, que moi je considère comme étant un non-événement. Ce qui devait arriver, c'est ce qui arrive. Je n'avais pas prévu que Gbagbo ne serait plus. Gbagbo est encore là. Je me souviens, en 1999 déjà, je rentre de Côte d'Ivoire, je parle dans les médias de la Côte d'Ivoire et je trouve des gens qui n'y ont jamais été, qui ne savent même pas de quoi ils retournent, qui disent des choses, qui sont des experts de la question ivoirienne. Moi, j'y ai fait des études de sociologie. J'ai pensé pouvoir connaître un tant soit peu le pays et ses réalités politiques, puisque j'approchais même souvent ces gens-là. Bon, de toutes les façons, qu'est-ce que mérite un traître? Un futur? Je ne crois pas. C'est ce que je peux faire comme commentaire. Merci à vous, Rodrigue Sofo, CEO du cabinet RP Lobbying Reputation RS Consulting. Votre vrai métier, c'est le lobbying. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche sur Canal Presse. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je vous suggère de regarder tout de suite la revue de presse de Canal Presse et nous vous revenons avec les sujets en débat ce dimanche, ces sujets que vous ont présentés en ouverture Ghislain Pierre-Essounou. Bonjour, demain 11 février 2019 est jour de célébration de la 53e fête nationale de la jeunesse. Le quotidien Cameroun Tribune, dans son édition de vendredi dernier, convoquait déjà toutes les attentions pour les jeunes. Le quotidien gouvernemental pense en effet à une célébration avec l'implication de divers acteurs de la société aux côtés des jeunes pour leur sensibilisation contre le sida, la drogue et la manipulation de toutes sortes, mais aussi l'occasion de présenter à cette tranche de la population les opportunités offertes par les pouvoirs publics en vue d'une insertion réussie dans la vie active. Une insertion qui tiendra assurément compte d'un certain nombre de facteurs, parmi lesquels le niveau de croissance. L'hebdomadaire Intégration émet une réserve à ce sujet, présentant le Cameroun comme un pays où les riches font main basse sur cette croissance. Pour voir clair et lever cette difficulté, le journal de Marie-Claire Nana prescrit le développement local avec plus de pouvoir aux communes. C'est du moins la résolution principale des assises générales de la commune tenues au cours de cette semaine à Yaoundé. Les communes invitées à axer leur développement vers les métiers agro-pastoraux. Dans ce sens, il y a nécessité de relance de la filière cacao-café. L'objectif à la une du quotidien Épervier, c'est la réduction des importations pour l'équilibre de la balance commerciale. C'est un slogan porté par le ministre du Commerce, Luc Magloire Baga à Tangana, au cours du lancement de la saison agricole en Bankim, dans la région de l'Adamawa. Une région en proie actuellement à l'insécurité. Mais l'hebdomadaire Odd News a vite fait de parler des assurances du ministre de l'administration territoriale qui y a passé 4 jours de travail sur instruction du président de la République. Reconfort du couple présidentiel aux victimes
des preneurs d'otages et du grand banditisme exprimé par Paul Atangadi, mais des dons multiples distribués aussi par le MINAC. Autant l'insécurité dans la Damawa préoccupe le ministre de l'administration territoriale, autant la situation du mouvement pour la renaissance du Cameroun le préoccupe. Il y a eu la marche du 26 janvier dernier, il y a eu saccage des ambassades du Cameroun à Paris et à Berlin. Il y a eu les arrestations des militants du MRC. Il y a surtout eu cette menace de dissolution du parti de Maurice Kamto par le ministre de l'administration territoriale, que Épervier qualifie de légal dans sa petite une du 5 février dernier. Kamto est dans les griffes du sérail, conséquemment à la répression de ce qu'ils ont appelé marche blanche. Et l'affaire Kamto, justement, divise le sérail. Il y a en effet d'un côté ceux qui sont pour la condamnation de l'homme politique et de l'autre ceux qui manœuvrent pour sa libération. Mais à côté de ces deux camps antagonistes, il y a les religieux. Émergence, à sa une du 5 février dernier, parle du silence complice de l'Église. Le bi-hebdomadaire Repère, lui, trouve des preuves qui accablent Maurice Kamto. Pour le journal, la collusion MRC et Brigade anti-Sardinard est suffisante pour comprendre la situation de ce parti politique qui a choisi de manifester le plus souvent contre la volonté des autorités administratives. Le quotidien Émergence, dans son édition du 8 février justement, se posait la question au sujet des libertés fondamentales, pourquoi le régime verrouille-t-il le droit de manifester? Sur cette question précisément, 10 experts s'affrontent avec chacun ses arguments. Certains de ces arguments condamnent les arrestations des ténors du MRC, parmi lesquels le président Maurice Kamto et le trésorier national Alain Fogué. De Alain Fogué justement, le journal de Magnus Biaga parle de grève de la faim qu'il subit actuellement. Le décompte, selon le quotidien Émergence, affiche 8 jours déjà de privation alimentaire. Avec le quotidien Épervier, abordons ce qui convient désormais d'appeler l'affaire Jean de Dieu Momo. Le journal de Léopold Clovis Noudjo qualifie cela de dérive médiatique. Le quotidien Rouge, d'ailleurs, se demande, à la suite de la réaction de l'ambassade d'Israël au Cameroun, pourquoi Jean de Dieu Momo est-il à abattre? Un autre homme qui n'est pas à abattre, mais qui était devant la cour du tribunal militaire le 5 février dernier, c'est Sisikou Ayouk Tabé. Le président de la République imaginaire d'Ambazoli aurait révélé pas mal de choses à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. L'institution qui défend les intérêts des citoyens a enfin reçu un droit de visite à l'un des hommes clés de la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Finissons par le journal Afrique Info, qui dans son numéro 1238 se focalise sur l'église presbytérienne camerounaise, consistoire des Eka. Le journal écrit « La vie chrétienne reprend corps à la chapelle Emmanuel de Makaï dans l'arrondissement de Ngormapobi ». Bon dimanche à tous. Merci à Arnaud Gueffak de nous avoir proposé cette revue de la presse cette semaine. Merci aussi à Constant Kamga pour le montage. Donc, à dimanche prochain, monsieur, si vous le voulez bien. Le sujet a été largement évoqué cette semaine, y compris dans cette revue de presse que vous venez de regarder, les propos de Jean de Dieu Momo sur les antennes de la télévision nationale, la CRTV. Je commence par vous, Anissé Kane. Qu'avez-vous retenu de ces propos? Je vais faire d'abord des remarques de forme, en commençant par la sortie de M. Sadi, qui est complètement inopportune. Dans le gouvernement, il y a collégialité. Je crois que Maître Momo l'assume. Je n'ai pas le sentiment qu'il est sorti de la position gouvernementale. Je n'ai pas le sentiment. Et solidarité. Ce que n'a pas eu M. Sadi dans sa sortie. Parce que c'est normal qu'il puisse faire les excuses du gouvernement. Mais quand on fait les excuses du gouvernement, on ne se désolidarise pas d'un membre du gouvernement. Donc dans cette affaire, je crois que le communiqué de M. Sadi est complètement inélégant. Il ne procède pas
de la solidarité gouvernementale. C'est la fin. Émile Messi, dire que le président ou Jean de Dieu Momo s'est exprimé comme président du PADEC et non comme ministre délégué, est-ce que c'est ça, se désolidariser? C'est pas tout ce qu'il a dit, M. Sadi. Il s'est M. désolidarisé des propos de M. Le président, non. Je crois qu'il faut comprendre les choses. Jean de Dieu Momo est passé à Actualité Hebdo, oui, à la télévision nationale. Et je crois que la précision était faite qu'il était invité comme président du PADEC, un leader politique. Mais il ne s'est pas dissocié parce qu'on est membre du gouvernement, on reste membre du gouvernement partout où on est. Et il y a donc eu un ensemble d'événements. Moi, naïvement, quand j'avais suivi cet entretien, je ne voyais pas quelque chose. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas quelque chose jusqu'à la sortie de l'ambassade d'Israël au Cameroun, qui s'est senti outré avec son peuple par les propos de Jean de Dieu Momo et qui, manifestement, donc, ont poussé le ministre de la Communication à recadrer les choses. Parce qu'il faut comprendre les événements, le déroulement des choses. Il n'est pas sorti, le communiqué du ministre de la Communication n'est pas sorti avant la lettre de l'ambassadeur. Et il était donc, vous savez, le Cameroun entretient de très bonnes relations avec Israël, sur le plan militaire, sécuritaire, sur le plan de l'agriculture, ainsi de suite, ainsi de suite. La santé donc c'est un partenaire stratégique au développement et à la sécurité de ce pays. Il était donc question pour que le gouvernement reprécise, regarde ses propos. Parce qu'il ne s'agit pas d'entretien, de tout l'entretien, mais il y a eu une glissade, je le dirais ainsi, de Jean de Dieu Momo faisant allusion au peuple juif et au peuple bamliké. Donc, vous avez vu par la suite, le ministre des Relations extérieures a également reçu l'ambassadeur d'Israël pour lui présenter également ses regrets. Merci. Donc, contrairement à ce que le président en laissé pense, il faut comprendre ce communiqué de Sadi dans ce cadre-là qu'il fallait repréciser un petit bout ce que j'appelle cette glissade de Jean de Dieu Momo. Rodrigue Sofo, Jean de Dieu Momo, selon la presse, a tenu des propos sur les Juifs gazés par Hitler et le régime nazi, en y voyant une justification de l'Holocauste et un rapprochement avec le peuple bamiliké. Est-ce que vous avez fait la même lecture ou alors, comme certains le disent, cela a été un peu surjoué, l'indignation dans les propos, par rapport aux propos de Maître Momo? Ce que je tiens à dire, c'est que ces propos, ce n'est pas la première fois que Maître Jean de Dieu Momo les tient. Pendant toute la campagne présidentielle, il a tenu des propos similaires pour justifier sa nouvelle amitié avec le groupe au pouvoir et pour essayer de jeter de l'opprobre sur le groupe qui semblait avoir le plus d'arguments pour reprendre la place de... En fait, le groupe dont l'un des membres semblait avoir le plus de poids et d'arguments pour reprendre la place de M. Biya à la tête du Cameroun. Il l'a toujours fait, M. Momo. La différence entre ce qu'il a fait pendant la campagne présidentielle, où il était par moments considéré comme un petit battleur qui venait amuser les gens sur les plateaux de télé, par d'autres comme un avocat qui cherchait sa voie, par d'autres encore comme un ancien leader politique qui tenait quand même encore à exister, après n'avoir pas réussi à présenter sa candidature pour cette élection. Donc la différence entre cette période d'avant et celle d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il est ministre, il est membre d'un gouvernement. Et pour revenir à la question initiale et à la réaction des Kane et Anissé, je pense qu'il y a un gros problème dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui la communication gouvernementale dans cette affaire. C'est qu'un ministre, fût-il sous-ministre, quand il prend la parole en public, ça nécessite un minimum de préparation. Chez nous, les relations publiques, il y a 3 étapes. On prépare en amont, on supervise et on suit en après. En amont, tous ceux qui ont un peu d'honnêteté reconnaissent que M. Momo avait ces propos-là, ces éléments de langage étaient installés dans son discours.
Donc il aurait été nécessaire et utile que la communication gouvernementale, parce que reconnaissons-le, M. Momo, il est en apprentissage. Il apprend ces choses-là. Il apprend le gouvernement, il apprend la vie publique à un certain niveau. Donc il y a un ensemble de cadres de la communication gouvernementale qui aurait dû veiller et s'assurer que M. Momo, dans son interview avec la CIATV, ne revienne pas sur tel ou tel élément de langage qui peut être problématique. L'autre chose, pendant l'enregistrement, s'il avait été accompagné par des gens qui avaient supervisé en régie sa prise de parole, ils auraient insisté, soit si c'était en direct, qu'il revienne dessus et retire ses propos pendant l'interview, soit si c'était en différé, comme c'était le cas, qu'on coupe au montage. Donc ce que je veux dire, c'est que, et aujourd'hui, le gouvernement, il se retrouve en situation de crise. Israël a exigé des excuses du gouvernement. Et que fait le ministre de la Communication face à ces excuses? On en vient. Il se désolidarise d'abord et crée un fusible. Et après le fusible, derrière le fusible, il essaie de sauver ce qui peut rester de sa relation avec Israël. Professeur Kemalou, c'est le schéma classique d'une communication gouvernementale ou alors il y a des choses à améliorer dans ce que Rodrigue Sofo vient de dire? Il y a beaucoup de choses qu'on appelle communication gouvernementale au Cameroun qui n'en sont pas. Oui. Voilà. Qui n'en sont pas. C'est pas parce que quelqu'un qui est membre du gouvernement parle à la télé que ce qu'il fait s'appelle la communication gouvernementale. Ça c'est bien. De deux. Au Cameroun, tout le monde croit pouvoir communiquer. La communication est humaine, c'est vrai, mais tout le monde croit pouvoir communiquer au Cameroun. Et les médias camerounais sont par trop permissifs. C'est-à-dire qu'on permet, permettez-moi l'expression, à tout le monde de parler à la télévision. Pourtant, ça doit être sélectif. La moindre des choses. Pour éviter que n'importe qui allait dire n'importe quoi dans un média où il y a 25-50 millions d'habitants qui y sont exposés. C'est pas sérieux. Ce n'est vraiment pas sérieux. On ne parle pas à la télévision parce qu'on sait dire 2-3 phrases en français ou en anglais. Réaction des partis politiques, Anissé Ekane, le SDF a condamné, vous aussi? Non, je peux dire quelque chose. L'enregistrement, le moment a été fait de jeudi. Comme tous les enregistrements d'actualité hebdo. Et c'est souvent sous la supervision du ministre de la Communication. Vous y avez déjà été sur Actualité Hebdo? Je le sais, bon, bah quand même, j'ai jamais été à Actualité Hebdo, mais je sais quand même comment ça se passe. Du ministre de la Communication et du directeur général de la CRTV. Donc, il n'y a pas... On ne peut pas passer de quelque chose qui a été enregistré sous votre supervision, la première chose. Je crois que ça dit... cherche manifestement à faire plaisir à Israël. Je ne suis pas sûr qu'ils n'ont pas vu les propos de Momo avant. Je crois qu'ils ont bien entendu. Je voudrais remarquer aussi au professeur que mais il y a une liberté d'expression. Vous n'allez pas quand même demander maintenant à la télévision ne passe que là-bas les gens qui sont des experts en communication ou qui ont des, je ne sais pas quoi, quelques aptitudes à passer à la télévision. Il y a une liberté d'expression. C'est pour ça qu'il y a une liberté au niveau des médias. Les médias sont tenus à des règles, à une certaine éthique. Mais vraiment, laisser les gens s'exprimer à la télévision. Vaut mieux s'exprimer que de garder ce qu'on veut dire. Il vaut mieux que les gens s'expriment et publiquement. Qu'on les reprenne s'ils disent des bêtises, mais il faut laisser les gens s'exprimer. Professeur? Oui, je ne suis pas contre la liberté d'expression. Je milite même en faveur de cette liberté. Mais vous savez, trop de liberté, et puis on ne voit plus finalement où est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qu'il aurait fallu Moi, faire? j'ai souvent pensé que c'est pas parce qu'on laisse passer les gens qu'on est justement en train d'affirmer, n'est-ce pas, cette liberté d'expression. Et j'entends, je fais souvent des débats dans mes classes où je fais croire aux étudiants qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun, mais ils me disent que si, parce que justement avec ce qu'on voit, finalement, qu'est-ce qu'on appelle liberté d'expression? Pour que n'importe qui vienne dire n'importe quoi, quelqu'un au quartier, il a bu ses bières, il vient et puis il se répand à la télé. Momo n'était pas sous. Non, non, c'est pas ce qu'on dit. Émile Messi, est-ce que vous avez senti les réactions des partis politiques, la plupart d'opposition? Je ne sais pas si vous l'avez me corriger
Le RDPC a réagi également. Le SDF a condamné les propos et exige le limogeage de M. Momo et joint sa douleur à la communauté juive ainsi qu'aux tribus qui se sont sentis blessés par ces propos. Vous estimez que c'est surjoué? Non, c'est des récupérations. C'est des simples récupérations politiques qui n'ont pas de sens. Je crois qu'il faut relativiser les propos de Momo. Parce que tout se passe aujourd'hui comme si c'est toute sa sortie, tout ce qu'il a dit qui est grave. C'est ce que j'appelle récupération. C'est le peuple d'Israël, aujourd'hui, qui s'est senti un peu frustré à un moment donné des propos de M. Momo. Et je pense que ceux qui ne sont pas d'accord avec Momo, dans ce qu'il a dit de bout en bout, qui trouvent là le moyen de l'abattre définitivement. Le RDPC soutient le gouvernement, vous le savez. Par conséquent, soutient le ministre Momo. Tout à l'heure, je disais que cette fausse note avec l'Israël n'était qu'une simple glissade que le gouvernement a recadré et que à travers le ministre de l'Action extérieure a eu à présenter ses regrets au peuple d'Israël à travers son ambassadeur, pour revenir même dans le fond des choses. Peut-être que le contexte ne s'y prêtait pas. Momo, est-ce qu'elle avait l'intention de venir parler du peuple d'Israël? Que non. Il parlait des problèmes du Cameroun. Il posait du problème du tribalisme. Mais nous savons tous, moi je suis chrétien. Quand on lit même la Bible, les Juifs, l'Israël, c'est le peuple de Dieu. Ah bon? C'est connu. Si Dieu a aimé un peuple, c'est Israël. Tout le monde le sait. D'où cette intelligence qui caractérise les Juifs. Cette ingéniosité. Cette sagesse. Tout le monde le sait. Et dans l'histoire... Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas intentionnel. Au contraire. C'était, en faisant cette allusion, c'était à l'honneur et à la gloire. Je ne sais même pas si le peuple bamileke le mérite. En faisant allusion à ce peuple juif. C'était à l'honneur et à la gloire du peuple bamileke. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, tirer sur Momo comme s'il avait l'intention de venir dire que les Juifs vont... Non. Merci. Donc, nous retenons que oui, les Juifs, après cet incident, nous savons. J'ai dit que moi, je suis chrétien. c'est bien compris. On l'a compris. Bien Les compris. Juifs ont toujours été au centre des polémiques. Monsieur Messi, c'est bien compris, on l'a compris. Alors, Rodrigue Sofo, il reste que dans la glissade dont parle Émile Messi, il y a l'évocation de l'Holocauste, qui est une période dont on sait très sensible dans l'histoire de l'humanité. On peut rapprocher à cela le génocide rwandais, par exemple, qui avait peut-être les mêmes dégâts. Est-ce que remuer l'histoire dans des cas d'espèce ne peut pas soulever justement des tensions, si tant est que ce ne sont que l'utilisation des termes et parfois dans des commentaires périphériques en passant? Nous sommes assis à discuter de ce sujet parce que Israël a été évoqué, parce que le peuple juif a été évoqué. Monsieur Messi n'a pas perçu tout le long de l'émission cette glissade. C'est proche du glissement de son président. Cette glissade parce que les gens qui ont supervisé l'émission n'ont pas constaté, parce que le discours tribal fait partie désormais des lieux communs au Cameroun. C'est-à-dire que dans ce pays, oui, pour se faire intéressant, pour se donner de la consistance, il y en a qui choisissent des tribus sur lesquelles ils se défaussent, qu'ils insultent et à qui ils attribuent tout. Donc, pour moi, je ne vais pas évoquer le remuement des blessures de l'histoire et du passé. Parce qu'il y en a même dans notre pays, il y en a dans ce peuple qui a été la guerre de l'indépendance, indexé, pour ne pas la citer. et tout le reste. Il y en a. Ce que je voulais simplement dire, est que je souhaite que cette allégorie-là, que M. Momo a faite et que M. Messi semble soutenir, qu'on puisse la transporter ailleurs. Et on verra quels sont les désastres, les dégâts de cette allégorie pour notre pays, pour le sentiment de fierté que doit éprouver chacun en tant qu'individu. Je veux dire que si on faisait simplement de manière simple, on disait, ok,
il y a eu combien de personnes interpellées, poursuivies dans le cadre de l'opération Épervier? On fait des statistiques. Ok, l'ultra-majorité appartient à quel groupe ethnique? Si on le trouve et qu'on décide derrière que tous les membres de ce groupe ethnique sont des voleurs et des prévaricateurs de la fortune publique, tous les membres de ce groupe ethnique qui n'ont jamais rien eu à faire avec le vol, avec la prévarication de la fortune publique, auront ce sentiment qu'ont tous ceux qui sont stigmatisés. C'est-à-dire que le juif, aujourd'hui, dans le cas de cette question, est comme le doigt là qu'on présente comme un paresseux, est comme le bamileke qu'on présente tel que Momo l'a fait, est comme tous les peuples qui sont jugés et traités, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour leur naissance. Merci. Et c'est ça qui est mon problème. Alors, je vais parler du fond. Oui. Le plus grand malheur que l'humanité ait eu, c'est l'esclavage. Ce n'est pas le génocide des Juifs. Il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas nous ramener les histoires où Israël fait le terrorisme sur son histoire et laisse courir ce que les Africains ont eu. C'est l'esclavage. On a tué les meilleurs fils africains et la colonisation. Est-ce que ce n'est pas à chacun d'exalter son histoire? Est-ce que ce n'est pas aux Africains de se battre aussi et se dire, écoutez, il faut que l'esclavage soit reconnu en front comme la plus grande catastrophe de l'humanité, sans s'en prendre aux Israéliens, bien sûr. Non, je ne m'en prends pas aux Israéliens. Je dis que, justement, Israël participe de l'enfournissement de cette histoire-là. Je vais vous rappeler que pour un Israélien tué, les Israéliens tuent des centaines de Palestiniens. Il y a 60 000 Palestiniens blessés qui attendent dans la base de Gaza, bloqués, blessés, dont les membres risquent d'être amputés parce qu'Israël bloque la base de Gaza. Ça reste encore à prouver à Nissé Kane. Je ne veux pas qu'on entre dans ce débat parce qu'on n'est pas ici en Israël, on n'est pas à Gaza. Revenons sur la problématique du tribalisme qui est posée, s'il vous plaît. Donc moi, je recuse déjà cette affaire du terrorisme israélien sur la liberté d'expression. Ne revenons pas là-dessus. Deuxième chose, Momo a glissé parce que la narration qui fait du génocide contre les Juifs est un peu tirée par les cheveux. C'est en cela qu'il a fauté. Mais Momo n'avait aucune intention de blesser le peuple d'Israël. Momo, comme a dit Sofo, fait une allégorie qui est aussi malencontreuse. Elle n'est pas bien dans le contexte actuel. Pourquoi? Et là, Assimi, quand on parle des Bamileke, c'est qui les Bamileke? Kadji, Monkam, ou le gars qui vend son planté au marché. C'est ça les Bamileke? C'est qui? C'est pas les Bamileke qui ont des centaines de milliards. C'est quelques Bamileke, une bourgeoisie qui a de l'argent, qui martyrise les autres Bamileke qui n'en ont pas. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc quand on fait cet amalgame, on rentre justement dans un problème de tribalisme qui est néfaste pour notre pays. De la même manière, quand on assimile les bêtises au pouvoir, c'est quoi les... Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le problème de Momo, c'est de faire un amalgame sur une bataille au sommet des riches pour un leadership du pouvoir, ce qui est tout à fait normal. Et ça nous ramène à la question tribale que je vous invite à aborder. C'est normal que les élites se disputent le pouvoir. C'est normal. Il faut l'accepter. Bon, avec des tacles que les uns se font. Mais assimiler cela à des peuples entiers et inclure des gens qui n'ont rien à voir, bien au contraire, dans ces batailles. Mais quand on y entraîne par la manipulation, je pense qu'il faut sortir de cette affaire des Bamileke, des Douala, les Bassa, parce que c'est ça, c'est le tribalisme. Mais est-ce qu'il ne faut pas, professeur Kemalou, finalement adresser la question tribale dans le fond? Parce que ça s'ouvre de partout et on a l'impression qu'on a peur de l'aborder en front au Cameroun. Est-ce qu'il y a vraiment un problème tribal qui saute? Je m'étonne sur ce plateau de ce que l'on se comporte ici comme si le tribalisme n'existait pas avant Jean de Dieu Momo ne prenne sa parole. Moi, je connais le tribalisme depuis que je suis à l'école primaire. J'en suis victime. Depuis que je suis à l'école primaire jusqu'à l'université aujourd'hui. J'ai toujours vu le tribalisme au Cameroun. J'en parle dans mes recherches.
Je l'ai vu. Je le vis. Les Camerounais sont hypocrites ou quoi? On fait comme si c'est du jour au lendemain que ce problème apparaît, on me dit, à la veille des élections présidentielles, mais avant, longtemps avant. Mais est-ce que ce n'est pas exacerbé par ces derniers temps aussi par des événements? Vous l'avez cité, l'élection présidentielle. Je suis d'accord avec lui quand il dit que de toutes les façons. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas souvent souvenance de ce que nous sommes dans un état tribal. Ce n'est pas par rapport aux élections présidentielles. Je suis désolé que le Premier ministre a recommandé qu'aujourd'hui, on fasse attention, n'est-ce pas, à ne pas faire des nominations par tribalisme. C'est un problème qui est récurrent au Cameroun. Mais on n'a pas voulu adresser ça. Rodrigue Sofo, Jean de Momo, pour revenir un peu et recontextualiser la prise de parole du ministre délégué à la justice, il s'en prenait, disait-on, ou il décrivait ainsi par allégorie les dirigeants du MRC dont disent certaines personnes le repli communautaire pourrait conduire au rejet total du parti. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Deux ou trois choses, rapidement. Je n'avais pas envie de venir la question, je n'y ai pas réfléchi. Mais deux ou trois choses. La première, c'est que si effectivement le MRC était un parti qui avait un socle communautaire fort auprès des Bamileke, c'est-à-dire des gens du Grand Grassfield, je pense que ce serait quelque chose d'intéressant pour le parti. C'est un point fort plutôt qu'un point faible. Parce que tout parti politique, toute organisation politique doit avoir un point d'ancrage qui est fort. Malheureusement, est-ce que je peux finir? Vous allez y réagir tout à l'heure, Anissé Kane, s'il vous plaît. Parce que toute organisation, tout parti politique, toute organisation a besoin d'avoir un ancrage qui est fort. Il peut être idéologique, il peut être intellectuel, il peut être villageois, mais il faut un ancrage. Ce qu'on a remarqué avec la dernière élection, c'est que cet ancrage du MRC n'existe pas dans l'Ouest. Du moins, si on s'en tient aux chiffres qui ont été publiés par le Conseil constitutionnel, il n'existe pas à l'Ouest. Donc faire ce raccourci-là. Parce qu'après, bon, il y a un ennemi commun. Tout le monde se défoule sur le MRC. C'est devenu le défouloir national. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est le MRC. Dès qu'il y a quelque chose, parce que comme on est dans un pays où la recherche du bouc émissaire est devenue la seule stratégie et le seul objectif de la gouvernance, qu'elle soit politique, qu'elle soit même dans tout ce qui est entreprise, du secteur public ou privé, dès qu'on s'est entendu autour d'un adversaire, d'un ennemi qu'on a construit, on lui dirige tout, on lui rejette tout, on lui renvoie tout. Au point aujourd'hui de dire que le MRC, enfin que le tribalisme arrive parce qu'il y a le MRC, non. Il y a quelqu'un de la commission de communication du comité central du RDPC sur ce plateau. C'est une très très bonne chose. Donc après, on essaiera de, peut-être qu'il nous aidera nous, et à travers nous les téléspectateurs de Canal 2, à comprendre quelle est cette dynamique, quel est ce processus qui a été mis en place depuis l'arrivée de M. Biya au pouvoir. Depuis, parce que juste avant son arrivée au pouvoir, il avait signé un acte administratif qui officialisait, institutionnalisait l'équilibre tribal dans les recrutements au Cameroun. Et depuis, il y a quelqu'un qui est très important au RDPC, qui a un droit de regard, un devoir de regard sur toutes les communications du RDPC et qui ne se montre pas suffisamment détaché de tous ces discours, de toutes ces stigmatisations qui ont été conçues pendant la campagne électorale pour éloigner un ensemble d'électeurs, simplement parce que, bon, ok, si on dit que Kamto c'est le candidat des Bamileke et que je veux montrer que je ne suis pas que Bamileke, je suis d'abord Camerounais, la seule façon de le démontrer, c'est de ne pas voter pour Kamto. Donc, il y a ce discours qui a été mis en place, cette stratégie qui a été construite, dont les momos, gens de Dieu, ont été simplement les exécutants pendant la campagne, sans poser aucun problème pendant la campagne, parce que Jean de Dieu Momo, n'avait aucune fonction officielle dans l'équipe de campagne du candidat Biya, et ensuite, il n'était pas membre du gouvernement, et quoi que ce soit. Merci. Permettez qu'Anissé et Kane réagissent. Vous parlez de la construction tribale des partis politiques. Non, il faut dire les choses correctement.
c'est néfaste pour qu'un parti ait un ancrage tribal. C'est néfaste. Puisque, à tort ou à raison, on va le qualifier d'un parti régionaliste. Ça va susciter le rejet des autres on est dans une république. C'est-à-dire que les gens se battent en fonction des idées, des programmes, etc. Comment voulez-vous bâtir un parti dans un pays multi-ethnique comme le nôtre à partir de considérations tribales? Moi, je suis complètement en désaccord avec ce discours. Que chacun peut construire sa base comme il veut. Non. Quand on la construit sur un socle tribal, régionaliste, on est justement en train de faire le nid de bataille entre régions. C'est ça le problème de fond. Monsieur Messi. Non, juste une précision, Oui. avant qu'on commence. Oui. Le parti qui a libéré l'Afrique du Sud de la bataille avait un ancrage purement tribal. Non. L'ANC, et je connais très bien l'histoire de l'ANC. Moi aussi, très bien. heureusement. L'autre chose, c'est que le discours, la communication de l'adversaire qui essaye de limiter, d'enfermer des organisations qui leur sont opposées dans des tribus, oui, ne devient pas par elle, ce discours, cette communication, la réalité de l'enfermement tribal de ces partis. Et si vous voulez voir, si on veut parler par exemple du MRC qui est évoqué ici, c'est-à-dire que l'essentiel du directoire du MRC n'appartient pas, hormis M. Kanto, deux personnes, ne sont pas de la grande région de l'Ouest Cameroun. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que l'UPC, pour être fort, quand l'UPC a été, et lui vient nous en parler, parce que lui il est dans l'UPC depuis les périodes de lutte, pour que l'UPC tienne, il a fallu que les populations camerounaises acceptent l'enfermement tribal qui avait été fait pour lui permettre de résister les quelques années qui ont permis que le maquis tienne dans la Sanaga maritime et dans l'Ouest Cameroun. C'est une mauvaise lecture de l'UPC. Allez-y, on va terminer cette partie. L'UPC, justement, du temps de Wanyé, sort de ce schéma, complètement. L'UPC est né à Douala ou Ebassa. L'ancrage au début de l'UPC par la propagande politique a commencé à payer Bassa, mais elle a rapidement pris l'ensemble du pays, y compris dans le Nord. Et jamais à l'UPC, personne dans l'histoire de l'UPC ne lui a donné un ancrage régionaliste. Personne. Mais c'est pas dans l'UPC qu'on dit à Nissé Kané. Je dis hors, mais hors de l'UPC. Qu'est-ce que le colon a fait? Il a dit que c'est un parti, Bassa va pas du tout. Oui. Le colon, justement, et c'est le propos de Mesmer, disait que le danger de l'UPC, c'était de rallier les Camerounais en dehors de leur appartenance tribale. C'est ça le fondement de l'UPC. Est-ce que c'est pas aujourd'hui, l'UPC d'aujourd'hui est justement sur cette formule d'ancrage parti, de repli identitaire. On parle de tribus piliers, c'est-à-dire la tribu Bassa. Et c'est ça qui a perdu l'UPC, justement. Cette catégorisation tribal. C'est ça qui a perdu l'UPC. D'accord. Alors, Émile Messi, vous vouliez réagir à l'ancrage tribal des partis politiques, alors que c'est vrai qu'on parle du tribalisme globalement au Cameroun, mais on commence par l'ancrage tribal d'un certain nombre de partis. Tout ce que vous avez entendu ici, est-ce que cela ne contribue pas à exacerber les haines, on va le dire comme ça, ou alors les rejets purement des autres partis, surtout au moment où les gens vont à la conquête du pouvoir? Vous avez tout dit. Pour le RDPC, il est clair que nous sommes un parti de rassemblement. Vous êtes très Votre sérieux. parti s'appelle le Rassemblement. Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous ne pouvez pas diriger ce pays si vous ne rassemblez pas tous les Camerounais. Ça, c'est une évidence. Et pour revenir au fond des choses, parfois on dit des choses, mais on ne les explique pas suffisamment. Quand on dit que le Cameroun est une Afrique en miniature. Mais il se dit que c'est vous qui poussez Parfois, dans l'ombre les gens à créer le repli vous dans les autres n'expliquez partis. pas suffisamment cette miniature. Au Cameroun, on a plus de 250 ethnies. Ça, c'est connu. Qui sont, je vous explique, C'est connu. permettez, qui sont en fait des nations, des micro-nations. Et c'est ça la diversité, et c'est ça la particularité, je dirais la force du Cameroun.
cette diversité culturelle. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être Ce une que nous force, hein. vivons aujourd'hui, justement, c'est parce que on a une espèce de politiciens qui veulent pervertir cette réalité. Vous êtes sérieux? Comme je vous dis, vous ne pouvez pas composer une unie et prétendre accéder au pouvoir. Donc c'est Ce les hommes n'est pas politiques qui possible. exacerbent le tribalisme. C'est des hommes politiques. Et pour être tout à fait précis, De l'opposition. à la dernière élection présidentielle, où certains pensent que Maurice Kamto a mis de la poudre au feu, c'est en évoquant devant le Conseil constitutionnel cette histoire de Boulou qui est sortie de sa bouche. C'est de ça qu'il est question de condamner aujourd'hui. Tout part de là. Je dis, ça amplifié. Je vous ai dit, le tribalisme, il faut aussi comprendre. Il y a tribalisme et tribalité. Voilà. La tribalité, c'est ce sentiment d'appartenir à une tribu, à une communauté. C'est une fierté d'abord. Mais le tribalisme, c'est lorsqu'on commence donc à mettre les barrières aux autres communautés, aux autres tribus. Et c'est ce que nous combattons. Et dans quel registre classez-vous les propos de Maurice Kamto devant le Conseil constitutionnel? Affirmation de fierté pour sa tribu ou alors Maurice Kamto, le contraire? Au-delà du Conseil constitutionnel, a dit Non. dans d'autres espaces Répondez sur que le c'était son tour d'accéder au Non, pouvoir. répondez sur le Conseil constitutionnel. S'il vous plaît, sur le Conseil constitutionnel. Sur le Conseil constitutionnel, Oui. cette sortie était maladroite. C'était la tribalité ou le tribalisme? C'est ce C'était- qu'elle vous veut savoir. Tribalisme ou tribalisme? Puisqu'il y avait un enjeu de pouvoir. D'accord. Lorsque vous dites que s'il fallait faire un concours pour être boulot, C'était la tribalité ou le tribalisme? Non, dites pas Je ça, vous en quand prie. même. Elle est malheureuse. Très je malheureuse. dis que cette sortie était malheureuse à exacerber C'était le tribalisme. la tribalité Et c'est ce que ou nous le condamnons tribalisme. pour nos hommes politiques Il a aujourd'hui. affirmé la fierté Nous d'appartenir. devons conjuguer avec tous les Camerounais pour accéder au Est-ce qu'il pouvoir. a affirmé la fierté d'appartenir à un groupe ou est-ce que ce jour, il a rejeté les autres groupes? Ça, je reviens sur votre définition. Oui. Vous Est-ce avez que, dit qu'il faut faire la en le différence. disant, ça veut dire qu'il faut être boulot pour être au pouvoir Est-ce au que Cameroun. vous avez fait une... Quand il fait Vous avez fait- cette insinuation, est-ce que c'est le boulot qui dirige ce pays? Et donc ça exacerbe le Absolument. tribalisme. Bien entendu, lorsqu'on évoque des tribus par rapport à l'accès au pouvoir, D'accord. ça exacerbe, ça amplifie le tribalisme. Lui-Marie Kemayou, Roger. Lui-Roger, pardon. Et c'est des propos Kemayou. et c'est des attitudes qu'il faut condamner. Pour ça, Lui-Roger Kemayou, vous avez écouté les hommes politiques, Non, le tribalisme est tout au né moins au Conseil Anissé Kane constitutionnel. et Émile Messi sur ce plateau, ils conviennent que c'est dans la politique qu'il y a une poussée ou un repli communautaire du tribalisme. Tout à fait, Oui. mais ça commence du temps d'Aïdjo. Bien sûr. Quand on met en place cette politique entre griffes d'équilibre régional, c'est là que ça commence. Et le décret On, préparé par on- on M. Biya, équilibre quoi? Premier ministre. On équilibre quoi qui était déséquilibré, par qui et pourquoi? Et je dois même dire qu'avant même Aïdjo, la période coloniale porte en germe, n'est-ce pas, l'essence même de ce tribalisme Mais on qui a parle- été entretenu. Mais on parle donc de 250 de tribus, mais on Oui. parle de repli communautaire, on parle d'exacerbation du tribalisme. C'est incompréhensible dans un pays qui se présente comme une constellation de tribus finalement. En 2012, j'écris, je fais une série d'articles sur la question du vivre ensemble au Cameroun, que je voyais être menacé. J'étais menacé par quoi? Mais pas justement un pouvoir qui n'écoute personne. C'est-à-dire d'abord les anglophones qui se plaignent, mais qui n'ont même pas l'oreille attentive du pouvoir. Et puis des peuples, ici et là, qui font des mémorandas. Et je ne vois pas de réaction du gouvernement. À aucun moment, le gouvernement n'a appelé un seul de ces peuples pour l'écouter. Et donc je voyais venir la menace sur le vivre ensemble. Aujourd'hui, on en parle à tout bout de café. Vivre ensemble, mais pour parler de quoi? Est-ce qu'il y a réellement, parce que quand il y a même tribalisme dans le pays, on n'a pas réagi à ça, parce qu'on n'en est pas victime. C'est comme ça que j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui racontait, quand Hitler venait prendre les gens à côté ne disaient rien, parce qu'ils n'étaient pas concernés. Jusqu'au jour où il a été Justement, prévu. absolument. C'est de ça qu'il s'agit ici dans ce pays. Aujourd'hui, on fait un peu comme si on se réveillait. Rien ne s'est passé au Conseil constitutionnel. Avant d'arriver au Conseil constitutionnel, tout le monde savait qu'il était Bamileke Kamto. Qu'il était, je ne sais pas moi, de Baham ou je ne sais pas moi quoi. Tout le monde le savait déjà. Il n'a fait que le redire.
Puis ça se disait déjà dans les réseaux sociaux. Oui. Anissé Kane. Non, moi je pense On a fait que le dire. que dans ce genre de débat, il faut éviter de trouver des justifications. La sortie de Kamto devant le Conseil constitutionnel est maladroite. Vous voyez, quand on veut diriger un pays, on s'adresse à ceux qui ne sont pas déjà des adhérents. On ne s'adresse pas à ces troupes ou à ces militants fanatisés. Quand on veut diriger le pays, on cherche à faire adhérer des gens qui ne sont pas convaincus. Et il faut donc sortir de ce carcan de sa région. Et il faut à peine l'évoquer. Sinon, quand quelqu'un dit « je suis fier d'être Bamileke », ça veut dire quoi? Je suis fier de ce que mes ancêtres Bamileke ont fait, ou fier de Douala. Peut-être. Quelle est la fierté d'être fier alors que toi-même, pour le moment, tu ne fais rien pour rehausser cette condition? Première chose. Deuxième chose, le tribalisme, c'est un prétexte pour l'accession au pouvoir. C'est un prétexte. Puisque on cherche le côté subjectif, c'est-à-dire entre griffes, animal de la personne, le repli identitaire. Quand on replie, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé devant ce qu'il fallait, c'est-à-dire les idées, la propension à réfléchir sur des programmes. Quelle est l'assimilation entre un riche bêtis détourné de fonds publics et le pauvre planteur des OETL? Quelle est leur assimilation? Quelle assimilation entre un riche propriétaire terrien, bêtis, et le petit gars qui n'a pas de quoi manger? Quelle assimilation avec un grand intérieur Bamileke et le pauvre Bayabselam du marché central? C'est ça. Alors quand on dit qu'on veut s'ancrer sur la région, par rapport au RDPC, le RDPC vit du tribalisme, puisque la politique néocoloniale est basée sur la division pour mieux régner. Mais quand on est à l'opposition, on ne peut pas s'arrimer à ce schéma-là. Combattre le tribalisme par le tribalisme. Vous devez décloisonner pour avoir le maximum dans l'opposition, c'est ça? Décloisonner les tribus pour avoir le maximum. On doit s'adresser aux Camerounais et déconstruire cette politique de balkanisation tribale. Puisque le RDPC, c'est un agrégat d'intérêts dont on confie la gestion à des responsables, chacun dans sa région. Merci. Rodrigue Sofo, vous voulez réagir au propos de Anissé Kane? Oui, les sociologues, vous le connaissez. Bertrand de Jouvenel, il dit, pour théoriser ça, qu'il y a moins de différence entre deux députés de partis opposés quand un député est militant de base du même parti politique. Et les gens du Madidem comprennent très bien de quoi je parle. Donc, ça, vraiment, c'est une formule qui existe depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, on doit aller au-delà des formules. C'est-à-dire la question du tribalisme au Cameroun doit cesser d'être une question qui est évitée. Il faut qu'on en débatte. Tout à fait. Il faut aller au fond de la question pour trouver ce qui est utile. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de cette question? Qu'est-ce qu'il faut poser dans ce débat, trouver ce qui est néfaste et trouver les moyens de transformer le néfaste en utile. Si vous vous adressez à la question du tribalisme, sur quoi on débattrait sur cette question au Cameroun? Je reste sur Rodrigue Sofo avant d'arriver à vous. La première chose, l'une des premières choses sur lesquelles on débattrait dans ce pays, et mon costume ce jour l'indique à suffire, c'est qu'on valoriserait d'abord, à travers une politique étatique nationale, tout ce qui est singularité et tout ce qui est valeur culturelle, tribale et ethnique. C'est la première chose. Parce que ne croyez pas, on dit que quelqu'un, la journée de quelqu'un dépend de comment il s'est levé. C'est une formule dans mon village, on en tribu. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas partir d'une méconnaissance d'un rejet de votre personne, de votre intimité, pour accepter un truc plus global. Ce qui veut dire, c'est que la construction nationale, avant d'être citoyen du Cameroun, je suis le fils de ma mère, père son âme. C'est-à-dire, je pars du sein de ma mère pour me projeter dans un ensemble plus vaste qui est le Cameroun. Et si du sein de ma mère, j'ai perdu les valeurs et les repères, je ne les trouverai pas
où je ne les assimilerai pas aussi facilement dans le vase qui est l'État, qui est la Constitution nationale. Oui, Carole, je voudrais dire que depuis on s'est attaqué à la loi portant sur l'équilibre régional, qui, il faut le préciser avec le professeur, existe depuis Aïdjo, en 1980. Même avant, même dans la période coloniale. Sauf que la loi a été signée, le décret a été préparé par M. Biya, ça a été signé en 82. L'arrêté sur l'équilibre régional, 82, juste avant que M. Biya accède au pouvoir. Et donc, vous êtes attaqué à cette loi ou pas? Bref, ce que je veux dire ici, c'est que le souci du politique, c'est de faire intervenir tout le monde dans la gestion du pays. On peut bien critiquer la loi sur l'équilibre régional, mais au fond, elle résout les problèmes de ce pays. Généralement, on brandit la méritocratie. Problèmes est-ce que la loi résout? On brandit souvent la méritocratie. C'est-à-dire que seuls les meilleurs doivent effectivement gérer. Exact. Or, dans le contexte actuel du Cameroun, ce n'est pas possible. Les meilleurs seraient d'une seule tribu? Ça peut arriver. Dans ces conditions-là, si nous prenons le cas des concours dans l'administration publique, il n'est pas exclu qu'une seule tribu rafle toutes les places. Est-ce que c'est normal? Où est donc l'équité? Donc la loi vient résoudre un problème politique. C'est-à-dire faire participer tous les Camerounais à la gestion de leur pays. Et comme une ethnie, une tribu n'a pas le monopole du savoir, on pense qu'on peut en trouver partout. Et même dans la formation du gouvernement. C'est cette logique. Donc on ferait des règles pour que un gouvernement à partir d'un seul clan ou d'une tribu. Et donc on tiendrait donc compte de tous ces groupes. Et à ce niveau donc, pour toucher le problème du fond qui semble être posé, à savoir comment résoudre le problème du tribalisme, il faut comprendre donc pourquoi la mise en place effective des institutions créées à la loi de 1996 prenait suffisamment du temps. Est-ce que le Cameroun est suffisamment donc mûr pour aujourd'hui? Or, nous sommes dans un tournant décisif avec la mise en place de la décentralisation. Parce que c'est de ça qu'il est question. 20 ans plus tard, on est encore à la maison. Justement, c'est avec ce genre de comportement. On se pose véritablement des questions si les Camerounais sont mûrs à affronter la décentralisation dans ces conditions. Ou il faut faire participer les populations locales à la gestion de leurs affaires sans compromettre les équilibres nationaux. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. C'est ça qu'il est question aujourd'hui. Je donne d'abord la parole. Est-ce que la décentralisation doit être une occasion pour que les Camerounais se séparent? Alice Kane, est-ce que est-ce que la décentralisation ne résout pas justement le problème d'équilibre régional? Non, c'est pas la décentralisation. La construction d'une nation, c'est un processus. Voilà. Le RDP s'est fait comme si il faut s'arrêter à ce qu'il y a. Entre les discriminations positives qui peuvent être indispensables dans un pays où le développement est inégal par rapport aux régions, et un statu quo de partage du gâteau en fonction des régions, il y a un fossé. Ça, on peut le critiquer. Alors, que ce soit les mêmes équilibres. Non, le problème, c'est que votre développement laisse à penser que on va rester dans l'équilibre régional là 100 ans plus tard, après notre indépendance. C'est ça qui pose problème. Je suis d'accord avec vous. La discrimination. Que ce soit les mêmes familles dans cet équilibre qui soit en permanence. Par exemple, mais il faut diversifier le développement scolaire du Nord, sous Aïdjo, a été plus ou moins combattu. Mais c'est ça que la décentralisation résout justement à Issy-Ekane. Pas du tout. Le développement local. Non, on ne transporte pas le jacobinisme national ou le jacobinisme régional. La décentralisation, c'est un état d'esprit. C'est permettre aux populations de s'occuper de leurs problèmes. Pas parce qu'elles sont issues de la même tribu, parce qu'elles sont et vivent dans un peu proche, vivent dans un contexte qu'ils doivent gérer. C'est ça l'autogestion des populations. Donc ce n'est pas une repartition du gâteau national que allez gérer vos affaires entre vous. Moi, mon problème, c'est il faut sortir d'un statu quo dans lequel on s'est installé. Merci. Que le pays est un agrégat de Bantustan, repartition le gâteau national en fonction de cet agrégat. Rodrigue Sofo, je vous donne la parole tout à l'heure, s'il vous plaît. Rodrigue Sofo, vous réagissez d'abord et puis je vous donne la parole. Moi, ce que je tenais à souligner, c'est que dans tous les pays, dans tous les systèmes qui sortaient d'une grosse crise, d'un gros problème, et il y a eu des lois pour rétablir l'équilibre. Aux États-Unis, ils avaient appelé ça l'affirmative action,
qui a permis de donner meilleure marge de manœuvre aux Noirs pour qu'ils puissent accéder à un ensemble de possibilités pour pouvoir vivre leur citoyenneté de manière normale. On l'a eu en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid avec le Black Empowerment Act qui a permis de fabriquer des gens dont l'actuel président sud-africain est un bénéficiaire du Black Empowerment Act qui lui a permis pour faire une élite, parce que après il fallait équilibrer, il fallait donner aux Noirs un ensemble de capacités pour pouvoir peser dans la discussion et dans la construction nationale. Une espèce de rattrapage de tout ce qui n'a pas été fait pendant l'apartheid. On aurait peut-être compris au Cameroun à l'accession à l'indépendance qu'on mette en place une loi. Ça ne dure pas 30 ans. Hein. Ça, c'est des petites mesures correctrices qui durent quelques années, le temps de refaire des équilibres et de repartir. On aurait pu mettre ça en place au Cameroun. Supposons que, même en 82, c'était pas trop tard. On a mis ça en 82 dans le cadre d'une loi. Qu'est-ce qui était derrière ça? Parce que dès qu'on met en place la loi, on dit, pour les recrutements, il faut faire un équilibre. Derrière, il y a un ensemble de projets qu'on met en place. Si on estime, comme dit M. Messi, que les gens de son village ne sont pas beaucoup allés à l'école, et qu'ils ne peuvent pas accéder à des postes et à des fonctions qui sont dans la valeur, c'est la connaissance, c'est le savoir intellectuel. En même temps qu'on met en place, on dégrade les critères d'accession des gens de son village à ces concours, à ces postes, on augmente l'investissement de l'État dans l'éducation, dans son village, pour permettre qu'au bout du processus, il y ait des personnes qui peuvent le faire. Mais on est installé dans ce statu quo depuis toujours, où le pays n'est qu'un gâteau qu'on partage selon des critères même qui sont inconnus. Parce que le plus grave, c'est ça. C'est que lui, il parlait, au RDPC, ça commence déjà à leur poser des problèmes. Lui, il disait que c'est les mêmes familles qui viennent. Donc, en fait, même le village est devenu trop petit comme sphère de partage. Et on commence à aller le faire à l'intérieur de la même famille. Et ce qui pose problème. Et puis, Messi. Non, c'est pas le statu quo. C'est pas le statu quo. Ça avance. Le renouveau, depuis le renouveau, il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Lesquelles? Par exemple, vous vous rappelez, Anissé Kanela, il est témoin de ces choses. Il y a certaines écoles dans ce pays, à un moment donné de l'histoire, qui pour le même concours, on exigeait un diplôme un peu plus élevé pour certains et un diplôme moins élevé pour d'autres, pour des raisons qu'il venait d'évoquer. Ça, tout le monde le sait. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas le statu quo. Les choses ont avancé. Par contre, la loi, donc, sur les grandes représentations nationales, ce que nous appelons les équilibres, c'est-à-dire la participation de toutes les composantes à la gestion du pays, c'est de ça qu'il est question. Et c'est là où je rejoins son propos que malheureusement, on a tendance à penser que ces équilibres sont restés dans les mêmes familles. Et c'est un fait vrai. Donc, diversifier, donner également la possibilité, si c'est le coin, si c'est la région, à tout le monde d'avoir les compétences de gauche à droite et tout et tout. Mais l'équilibre régional, dans son fond même, est un moyen de gouvernance de ce pays et de stabilité de nos institutions. Alice, Rodrigue. Moi, j'ai fait mon enseignement secondaire au collège Iberman. C'est 30 ans plus tard que je découvre la nationalité de certains de mes camarades. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui ce n'est plus possible? Dès qu'on rentre dans le secondaire, il y a l'association des ressortissants de Beaumonon, des ressortissants de Bahamas. Pourquoi? Mais c'est affirmer sa tribalité. Mais non, justement, ça pose problème. Parce que le problème est le suivant. Les conditions des élèves dans un collège, leur lutte pour leur amélioration ne dépend pas de leur origine tribale. Pourquoi est-ce que quand on a l'université, l'ADEC, qui est une association de défense des droits des étudiants, pourquoi faut-il en même temps qu'il y ait l'association des ressortissants Sawa de l'université de Douala ou même de la faculté de médecine? En quoi c'est pas bon? En quoi c'est mauvais? Parce que ça cristallise, ça empêche que le pays se construise. L'équipe nationale du Cameroun fonctionne sans l'équipe régionale. Pourquoi? Parce qu'on y entre, parce qu'on sait qu'on joue au football. Oui, mais fonctionne encore quand même. De nos grandes mais on peut le dire en apparence. On peut le dire en apparence. Non, c'est pas en apparence. Je vous dis que même notre équipe nationale, on peut le dire encore en apparence. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des meilleurs joueurs partout.
Il y a aussi... Donc, l'équilibre régional se fait aussi dans l'équipe nationale? Parce qu'on peut en trouver les meilleurs aussi partout. Dans les Mais voyez la composition de notre notre équipe. Oui. Vous les journalistes, prenez la liste des joueurs. Vous savez, Vous verrez que toutes les régions sont les représentées. discriminations positives dont on a parlé ce fou tout à l'heure. Parce que quand c'est le sport, chacun aimerait également se reconnaître. Non, les discriminations Quand positives. c'est des le sport, les réalités. Camerounais aimeraient voir des gens qui marquent des buts. D'accord. Mais chaque région aimerait également avoir un bon joueur dans l'équipe nationale. La région, c'est quoi, monsieur? Un bon joueur ne suffit pas, il faut marquer des buts. Et j'ai dit un bon joueur. Mais Quand on ne marque pas les buts, mais qu'on fait marquer, c'est toujours un bon joueur. ce qui m'inquiète, c'est que vous défendiez cette thèse-là. Je ne défends pas. Je Dans ton l'expose. village, voudrait Je que ne le but défends du pas. Cameroun soit la marqué thèse. par son frère du village. Je ne parle pas du but. J'ai dit que j'expose cette thèse qui est une réalité. Non, elle n'est pas une réalité. Et on fait avec. C'est une fabrication que vous voulez introduire maintenant dans l'équipe Mais nationale. vous avez compris. Maintenant, vous comprenez maintenant ce que je disais. C'est-à-dire que c'est au sein du RDPC que ce repli a été construit et néocolonial. enraciné. C'est ça. Je vais finir. Oui, s'il vous plaît, Bon, terminez. je dis que... Et moi, je ne vois pas la nécessité de fragmenter les problèmes des étudiants dans une université en fonction de leur région. Je n'en vois aucun intérêt, sauf celui de dire que le partage du gâteau se fait en fonction des régions. C'est-à-dire de justifier cette superposition des villages ou des nations dans un Cameroun qu'on veut unir, intégrer. Comment vous allez faire? Mon fils épouse une Baham. Mon deuxième fils épouse un Baka. Comment vous allez faire pour faire la répartition tribale lorsqu'il faudra que mon fils issu de cette union soit en compétition régionale? C'est ça, avec un gars issu d'une autre région. Ce qui est intermédiaire ne peut pas être définitif. Une correction ne peut pas être la règle. L'exception ne peut pas devenir la règle. Donner de l'espoir à la nouvelle génération d'arriver à un pays plus intégré. Quand vous voyez nos enfants qui se lient d'amitié, etc., et qui ne sont pas déjà dans le prétexte du pouvoir, de la cession au pouvoir, ce genre de discrimination n'existe pas. C'est la tribalité, disons comme ça, ou moi je dis le tribalisme, est un prétexte des élites qui se battent pour le partage du gâteau et entraînent par la manipulation l'ensemble des ressortissants de leur région. Voilà le fond du problème. C'est bien compris. Alors, professeur Kemayu, maître Akere Mouna a déclaré hier sur les antennes de BBC Afrique que c'est l'État du Cameroun qui encourage les amalgames ethniques. Vous êtes d'accord avec lui? C'est ce que je voulais dire, absolument. Je suis universitaire et à l'université, mais je n'ai jamais eu le sentiment que ce qui importe, c'est la science. Je n'ai jamais eu ce sentiment. Qu'est-ce qui importe? Voilà 20 ans que j'y suis. Qu'est-ce qui importe? Mais je l'ai dit, j'ai osé poser le problème. Et il y a certains, on est en réunion, qui posent, mais monsieur le responsable, quand celui-ci et celui-là sont dans la même ethnie, ça veut dire que quoi, nous on n'existe pas. On est où là? On est dans le même pays. Et non pas de l'université. Voilà, on n'est pas dans le même pays. C'est-à-dire que c'est tous les mêmes qui ont les postes partout. Tous les mêmes qui ont les postes partout. Ça veut dire quoi? Mais pourquoi est-ce qu'à l'université, comme ça se fait partout ailleurs, on ne peut pas élire les responsables? Comme partout ça se fait, les doyens, les responsables, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas élus? Pour qu'on fasse la science. La science ne s'embarrasse pas d'être bamileke ou d'être Bessie ou d'être n'importe quoi. Ça ne s'embarrasse pas de ça. Rodrigue Sofo. Je pense que, parce qu'il faut toujours avoir de la mesure dans tout, la Constitution de 96, peut-être la reconnaissance de l'institution du régionalisme, aurait pu corriger ça. Mais en même temps, les amis de M. Messi ont introduit dans cette même constitution quelque chose qui est dévastateur. La catégorisation des habitants d'un truc en autochtones et allogènes. Parce que je vous donne un exemple. Si on faisait une régionalisation, on disait le littoral c'est une région. Tous les gens qui sont dans le littoral gèrent le littoral, participent à la gestion et au développement du littoral. Moi, je vis à Douala, mon entreprise est à Douala, mes activités sont à Douala. En fait, tout ce que je fais, c'est à Douala. Donc, toute ma contribution et toute ma participation, je la fais
pour la région du littoral. Mais ça n'exclut pas la protection des minorités. Ce que je veux dire, non, ce que j'ai envie de dire, vraiment, parce que le discours sur la protection des minorités, on va peut-être l'avoir tout à l'heure. Oui. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, mais si on dit que je peux tout mettre à Douala, je peux tout investir à Douala, je peux tout faire à Douala, et qu'en même temps, le jour où il faudra s'asseoir pour décider de où passera la prochaine route ou le prochain pont, que ma voix n'est plus utile parce que je suis halogène, là il y a un problème dans la construction de ce vivre ensemble. C'est pour ça que, excusez-moi, j'ai un cours que je dispense depuis quelques années, espace, territoire et communication, dans cette ville, où je pose le problème du territoire, d'appartenance. Quand je suis à Douala, est-ce que je peux avoir ce sentiment d'appartenance au même titre que M. Alors il va falloir rejoindre ma région de naissance. Voilà, encore faudrait-il qu'on soit né dans son village. Oui, et d'ailleurs, il y a quelque chose d'insidieux. Quand vous établissez une carte nationale d'identité, vous arrivez de le faire, sur la fiche, on vous demande, vous êtes de quelle tribu? Et moi, je leur ai dit, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, la tribu? Votre père était né où? Bon, pour m'amuser, j'ai dit, il était né en Suède. Et ils disent que oui, mais son village, c'est où? Juste parce qu'il cherchait à faire une sorte de rattachement. Je vous parle de 2018. On inscrit encore ça dans les fiches d'identité des Camerounais. D'accord avec Maître Akere, je dois aussi dire une chose. C'est-à-dire qu'ici, on a une myopie intellectuelle. C'est-à-dire qui nous empêche de voir les réalités qui se déroulent sous nos yeux, dans notre pays, d'une manière générale. J'ai observé, comme je vous ai dit tantôt, depuis 2012, quand je voyais les menaces sur le vivre ensemble, mais quand maintenant le problème se pose, moi je vois qu'on crée une commission interculturalisme, mais pour répondre à quel problème? La commission pour la promotion du bilinguisme, du multiculturalisme et du vivre ensemble. Pour répondre à quel problème? Pour répondre au problème du multiculturalisme et du vivre ensemble. Ils ont dit qu'ils avaient ce problème. Ce problème s'est manifesté comment? Ils ont dit, les gens sont exprimés, ils ont dit que leur problème c'est ça. Monsieur Messi, vous voulez la parole? La question que sur... Est-ce que c'est l'État? L'autochtonie, la logodie, telle que présentée, abordée par les copanélistes, je pense que c'est une question qui doit interpeller la bonne foi. La bonne foi, dans ce sens que, en politique, il y a des réalités. Je m'installe à Douala. J'ai tous les privilèges, j'investis, j'ai mes affaires et tout. Mais je n'oublie pas que je reviens de Baham. Ou également j'investis, je fais tout et tout. Ou peut-être pas. Le moment venu, je vous dis la réalité. Non, excusez-moi, monsieur. C'est ça que j'ai dit qu'il faut la bonne foi pour aborder cette question. Je vous en prie, laissez-moi m'exprimer. Allez-y. Laissez-moi m'exprimer. Allez-y, s'il vous plaît. Par rapport puisque à vous investissez à quelqu'un... Baham pour les gens de Baham en même temps. Allez-y. Non, c'est une zone X. Allez-y. Ça peut être en Wenger. Allons-y, oui. Prénom Wenger. Alors nous sommes donc à Douala, où je me suis investi, j'ai tout. Je peux être député, je peux être maire et tout. Par rapport à celui qui est né à Douala et qui ne compte que sur Douala, est-ce qu'il ne faudrait vraiment pas tenir compte de celui-là qui ne peut évoluer qu'à Douala? Parce que l'autre a un plan B. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut beaucoup de bonne foi pour aborder ces questions-là. Et nous le savons. Parfois, nous sommes investis quelque part. Moi, par exemple, je suis établi à Yaoundé 5e. Je suis conseiller municipal en Wenger. Et qu'est-ce qui m'empêche de faire la politique à Yaoundé 5e, par exemple? Mais je me dis, par rapport à celui qui est né à Yaoundé 5e, qui n'a pas où aller, il vaut mieux qu'il reste là et que je replie chez moi en Wenger. Donc chacun doit rentrer chez soi. Je ne dis pas que c'est une théorie ou un théorème où il faut absolument rentrer. C'est pour ça que je dis qu'il faut interpeller la bonne foi. Ou parfois, on a la possibilité de choisir et on n'a pas la possibilité de choisir. C'est des questions de bonne foi. Donc, cette affaire, comme il a dit, même ces autochtones-là, à un moment donné, peuvent être majoritaires. Lui, les sociologues, il comprend. Mais avoir un poids minoritaire politiquement parlant. Et il faut tenir compte. Bon, les migrations des populations ne peuvent pas être un justificatif de la ségrégation par région. Ça ne peut pas être. Ça, on doit en tenir compte, c'est vrai, mais ça ne peut pas être la justification de cet ancrage dans ce statu quo. Premièrement,
le déséquilibre de développement dans nos régions. C'est ce déséquilibre qui est responsable de ces migrations. Vous savez, si on avait une politique de développement intégrée, régionale, on fixerait les populations. Ça rejoint la question de la décentralisation. Oui, non, mais Ou alors ou de la régionalisation. Du développement du pays. Du développement du pays. Vous ne pouvez pas empêcher des gens qui n'ont pas de quoi travailler d'aller vers les centres urbains. Vous ne pouvez pas. Comment les retenir? En essayant de corriger ce déséquilibre du développement. Et ça, on y est depuis 1960. Donc il est temps d'en sortir. Mais apparemment, on ne veut pas en sortir. Parce que ça arrange un pouvoir établi de sectariser, d'encadrer des gens en fonction de leur région. Vous savez, quand quelqu'un dit que nous avons pris le pouvoir, ça, vous savez de qui je parle, gardons-le. En parlant de quelqu'un qui était candidat à l'élection présidentielle de sa région, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il considère que la bataille pour le pouvoir au Cameroun aujourd'hui doit uniquement se situer dans le cadre de bataille entre les Camerounais des différentes régions. Pas dans un cadre national où les Camerounais sont dans un développement d'une nation. C'est ça qui pose le problème. À partir du moment où les intellectuels, la petite bourgeoisie camerounaise, c'est déjà fixé comme objectif de rester dans ce schéma de sectarisation, de balkanisation, de bantousatisation, comme on doit dire, du pays, on ne peut pas en sortir. Alors, messieurs, est-ce qu'il y a un plafond de verre pour une tribu au Cameroun en termes d'accession au pouvoir? Est-ce qu'il y a un plafond de verre? Je commence par vos réductions. C'est une question pertinente. Je pense, en fait, c'est pas écrit quelque part, mais je pense de ce que j'ai écouté et lu sur les réseaux sociaux pendant les élections. Je pense qu'il y a des tribus qui ne seraient pas encore autorisées à prétendre à un type de statut dans ce pays, de ce que j'ai vu. Maintenant, qui autorise? Quelle est la légitimité de ceux qui autorisent? C'est les électeurs qui doivent autoriser. Oui, mais le problème des électeurs, c'est qu'il y a notre problème de fond. Je pense qu'on fera une autre émission dessus. C'est que l'expression, tout d'abord, la discussion, comme disait le pauvre Kemaou tout à l'heure, n'existe pas. C'est-à-dire que les gens restent dans leur bureau et décident que vous avez tel problème, vous avez envie de manger des arachides aujourd'hui, et ils vous apportent des arachides chez vous sans vous avoir consulté, sans avoir mis en place des dispositifs pour échanger avec vous dessus. C'est pareil avec le système électoral. C'est-à-dire qu'on ferme le vote à beaucoup de Camerounais et puis on ne permet même pas à ceux qui sont en lice s'exprimer d'avoir la certitude que les résultats qui sont publiés correspondent de manière fidèle à l'expression de leur voix. Donc comment vous comptez sur ces citoyens-là pour venir décider après? Et bon, après on regardera le problème du régime politique où la loi n'est pas d'initiative législative, où tous les tests de loi sont préparés au niveau du gouvernement, et où, et ce n'est pas les parlementaires, il n'y en a pas sur ce tableau, ce plateau du RDPC qui vous diront le contraire, où les parlementaires se font sermonner par des membres du gouvernement qui leur disent qu'ils doivent prendre un vote et qui leur imposent des mécanismes de vérification de ce qu'ils ont effectivement émis ce vote-là, au nom de la discipline du parti. Donc il y a un problème. Je vais Pardon, oui, pour ça que Anissé Kane, je vais quand même rappeler qu'en 1992, il se disait aussi qu'un anglophone ne peut pas accéder à la présidence de la République. C'est ce que j'ai dit, on dit la même chose. On le disait, mais dans certains milieux, parce que moi je n'entends pas quand on a accès aux Camerounais de bonne volonté. Mais Foundi a été un candidat qui a rallié le pays, les adhésions du nord au sud, de l'est à l'ouest. Moi, j'étais dans l'Union pour le changement. C'est vrai qu'on avait un pouvoir en face qui était un pouvoir fort, donc les adhésions, toutes les adhésions n'étaient pas explicites, mais Foundi a rallié avec une organisation, l'Union pour le changement, qui était transethnique,
une adhésion nationale. Donc, quel que soit ce que des éléments attardés d'un système politique peuvent raconter, il faut créer les conditions pour que n'importe quel Camerounais, en fonction du discours, de sa posture, de sa démarche, qu'il le faut Camerounais, accède à la magistrature suprême. C'est plus difficile de se maintenir dans un pouvoir avec des contorsions tribalistes que d'y accéder lorsqu'on est encore dans l'opposition. Et on avait une formule dit que quand on est dans l'opposition, il faut être responsable pour deux. C'est-à-dire tenir compte du fait qu'un pouvoir se cramponne toujours au pouvoir. Cherche toujours à y rester. Même un pouvoir démocratique développe un mécanisme de conservation du pouvoir. pouvoir. Oui. Donc, les démarches d'un candidat à l'opposition doivent être complètement à l'opposé d'un candidat qui est au pouvoir. C'est en cela que je dis que on aurait dû, pour cette élection, ne pas plonger dans le pays identitaire. Je vais vous dire, il n'y a pas que Kamto qu'on peut avoir accusé d'avoir un ancrage régional. Cabral-Libi, c'est pareil. C'est exactement pareil. Jusqu'à amener des farfelus, dire que c'est le nouveau Oumioubé, qui n'a rien à voir avec les positions politiques et idéologiques de Oumioubé. Professeur Kemayou. Je voudrais ajouter à ce que nous avons déjà dit, le fait qu'au Cameroun, on est encore loin du bout. Donc il y a un plafond de verre pour certaines Absolument, personnes. absolument. Recensement général. Le vrai, la date de quand, le bon. Vous avez eu les résultats. Il y en a un qui est en cours, qui va débuter incessamment. Oui, mais vous allez voir les résultats. Mais on va vous dire que la région du Grand Nord, à lui seul, suffit à élire un président au Cameroun. Vous en êtes sûr? Qui a dit ça? Les chiffres du recensement du dernier, c'est ce qu'il dit. Personne n'a dit ça en dehors de lui. Non, Ce qu'il déclare, la personne l'a jamais dit dans ce pays. Que la région du Grand Nord peut élire un président. Que les trois régions, le septentrion du Cameroun. Les chiffres de l'ECAM disaient quoi? Les chiffres de l'ECAM parlent. Oui, sur les inscriptions. Que la région du Grand Nord peut élire tout un président. Non, le fichier, mais regardez le fichier électoral. Non, c'est ça, c'est le fichier électoral. Il ne faut pas falsifier. Oui, le fichier électoral. Je voulais rester ici comme un homme de science. S'il vous plaît. C'est ce que j'ai entendu dans ce pays. La région du Grand Nord représente un pourcentage dans l'électorat. Et quand vous prenez ce pourcentage-là, lui seul ne peut pas élire tout un président. C'est des choses vraiment basiques. Au niveau des résultats, il ne faut pas dire des choses qui n'honorent plus. Le score de Paul Biya est de 47% sur l'ensemble du Grand Nord. C'est-à-dire 47% sur les 71%. Ça, c'est le résultat officiel. Donc plus de la moitié. Et donc, non. j'ai entendu des gens dire ici. Moi, je dis au niveau de l'extension, dans le fichier électoral. Est-ce que le Grand Nord représente la majorité de l'électorat? Non. Même pas celui du RDPC? J'ai dit les trois régions. Il ne dépasse pas 30% de l'électorat. Je suis d'accord. Mais je veux dire au niveau de... À partir donc de cette statistique de base-là, on ne peut pas dire que le Grand Nord seul peut élire un candidat, un président. J'ai entendu des gens le dire. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'ils soient votés à 47% sur les 71%. C'était notre débat. Mais moins de 30%, vous choisissez tout un président de la République. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit clair, professeur. J'ai entendu des gens le dire. C'est ça mon propos. Un professeur ne raisonne pas sur des j'ai entendu dire. Il faut parler des faits. Quel média qui a parlé dans les médias? Même quand vous avez interdit, je suis d'accord avec vous que tout le monde ne doit pas parler, mais certainement c'est dont vous ne voulez pas qu'il parte qu'il dit ça. C'est eux qui ont dit ce genre de choses. Absolument. Certainement. Absolument. Mais ils ont aussi droit à la parole. Mais nous avons l'obligation de restituer la vérité. D'accord. On ne doit pas devenir encore restituer les ragots au niveau du plateau. Émile Messi, il n'y a pas de plafond de verre. Il n'y a pas de plafond de verre. Pour je ne sais pas pourquoi ils font dans la langue de bois. Pourquoi? Et quand il a dit des choses simples, pour qu'on soit président dans ce pays, il faut présenter un programme. Et il faut que tous les Camerounais adhèrent à ce programme. Qu'ils vous choisissent. C'est tout. Pardon. Que vous soyez du nord au sud, de Boulou, je ne sais pas, je n'ai même pas de message. Il va falloir faire avec tout le monde. Il faut juste remplir les candidats à l'élection, les conditions à l'élection présidentielle et rallier tous les Camerounais qui vont voter dans la majorité et vous êtes président. Une parenthèse. C'est clair. Une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi on doit fouiller dans la tête pour répondre à cette question. Vraiment une parenthèse. Nos institutions sont démocratiques et nous disons, et c'est pour ça que moi j'interpelle la classe intellectuelle. Parce que quand moi je suis souvent des discours venant de certaines personnes, moi ça me gêne.
nous avons aujourd'hui le devoir d'éduquer nos jeunes politiques. C'est le rôle des partis politiques. C'est le rôle des partis politiques, c'est également le rôle de tout citoyen. Parce que c'est un devoir citoyen. On peut ne pas être dans un parti politique, mais participer au jeu politique. Par l'encadrement, par l'éducation. Ça, c'est tout à fait normal. De tous les acteurs, même les journalistes que vous êtes, même les communicateurs que vous êtes, en donnant la bonne information. Pourquoi ce pays a des difficultés? C'est parce qu'on n'est pas suffisamment encadré, politiquement parlant. Et comment il faudrait faire pour encadrer? C'est la responsabilité de qui? Pour être donc suffisamment encadré, nous devons avoir d'abord un pacte citoyen. Il faut aimer nos institutions. C'est ce que l'UDC proposait déjà depuis un certain nombre Il ne d'années. suffit pas de Pacte proposer. citoyen républicain. Il ne suffit pas de le dire parce qu'on veut être candidat ou on veut être président. Mais il faut le dire, il faut le faire dans la culture du patriotisme. Pas forcément parce qu'on a les ambitions d'être candidat à la présidence qu'on va écrire des choses. Ça doit entrer dans nos cultures, dans nos mœurs, dans nos façons de vivre. Il faut d'abord aimer ce pays et contribuer à sa construction, à son développement. Pas forcément en allant lire quelqu'un. Rodrigue Sofo, je vais vous poser une question. Le directeur de publication de Ouest Littoral, Benjamin Zébazé, a mis sur pied un mouvement de volontaires pour une plainte collective contre Maître Momo. C'est pour sortir de ce sujet, puisqu'on l'a commencé par là. Une plainte qui sera déposée d'ici là-bas, Bafoussam, Douala et Paris. Est-ce que vous pensez que pareille plainte peut prospérer? Je pense que le jeu des corps intermédiaires est fondamental dans la consolidation de toute démocratie et de toute société. C'est-à-dire que vous avez évoqué la plainte collective de Benjamin Zébazé, mais moi j'évoquerai la sortie du JICAM. C'est la première fois dans l'histoire récente du patronat camerounais qu'il convoque une session extraordinaire de son conseil d'administration pour prendre position sur une situation qui représente une vraie menace pour la suivi de ses membres et pour son existence. Donc je prends cet exemple. Les différents mouvements justement dont le JICAM parle sont menaçants pour le climat? Non, ce qui se passe, c'est que pour la vie de l'entreprise, comme ils l'ont dit. Non, ce qui se passe, c'est que l'exacerbation de la stigmatisation des communautés, l'exacerbation du discours tribal, il ne s'arrête pas sur les plateaux de télévision ou sur les réseaux sociaux. Il se prolonge et se poursuit aussi bien dans nos ménages que dans les entreprises. Prof Kemajo parlait de ce qu'ils vivent à l'université. Et quand ils le vivent à l'université, la principale conséquence, c'est que la principale ressource pour une entreprise, c'est ses hommes, c'est ses ressources humaines, c'est son capital humain. Donc dès que ce capital humain est diminué, parce qu'il y a, parce que subitement, après avoir regardé l'émission de Canal Presse, le lendemain au bureau, on a commencé à demander à voir de quelle tribu est son principal collaborateur et tout le reste. Dès que ça s'enracine, la conséquence, c'est que ce collaborateur, il ne vous apporte plus le niveau de résultat que vous attendiez de lui, ou vous ne lui apportez plus la confiance et la motivation qui étaient suffisantes pour l'amener à produire ce résultat. Donc ça détruit l'entreprise, ça détruit la productivité et progressivement ça détruit toute leur performance et le tissu économique. Donc je disais ça, je prenais cet exemple, comme également le cas de l'ordre des avocats, qui a également pris position dans cette affaire. On attend encore la position de l'ordre national des médecins, mais il est important que quand il y a un problème qui est politique, qui est social, et qui impacte des corps intermédiaires, qu'on puisse s'en saisir. Oui. Je suis très gêné par la fameuse plainte de M. Zébazé. C'est M. Zébazé aussi qui écrit que les Bamileke crient, ils aboient, maintenant il faut qu'ils mordent. Bon, il est donc le représentant du peuple Bamileke dans ce pays pour leur demander maintenant de mordre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est une suggestion peut-être, non? Oui, bah alors justement, ça pose un problème. Lequel? Le problème du tribalisme. Parce que appeler des gens à crier, aboyer et mordre. De sa région. Ils ont déjà aboyé. Maintenant, il faut qu'ils mordent. Il faut qu'ils mordent. Voilà. Vous savez, le problème de l'attaque, si on peut le dire ainsi, de Momo contre sa tribu d'origine, c'est un problème national. Ce n'est pas un problème Bamileke. C'est les lois de la République, normalement, qui doivent le régler. Pas parce qu'il s'est attaqué au Bamileke. Alors quand un soi-disant représentant, je ne sais d'où, se lève, dit que maintenant le peuple Bamileke, vous aboyez trop, il faut mordre. C'est quoi?
Est-ce que ça résout un problème? C'est très irresponsable. Je voudrais répondre à mon frère Émile Messi, pour lui dire que, écoutez, il faut encore faut-il que vous acceptiez que les vérités soient dites. Il y a un unanimisme, une tendance à accepter un seul discours dans ce pays, que la critique est souvent mal perçue. Il y a même un manichéisme, Voilà. c'est-à-dire il faut qu'on se trouve d'un bord ou d'un autre, et jamais dans Forcément. l'intermédiaire. Oui, c'est vrai. La critique n'est pas bien perçue dans ce pays. Et hors micro, on n'avait pas recommencé le débat, je vous disais que ça, c'est mon sentiment. Je fais des recherches dans ce pays, c'est ce que j'observe. J'observe qu'on n'aime pas le discours de la vérité dans ce pays. C'est des tranchées maintenant. Voilà. En quoi ça va faire avancer le débat sur la question tribale si on devait écouter ce que la critique dit? Mais la critique va dire, écoutez, vous touchez ici, ça fait mal ici. Il faut qu'on en discute. Qu'est-ce que les gens voulaient? Mais effectivement, vous, professeur, moi j'ai toujours dit, dans le cas du RDPC, que je représente ici, que cette vision, heureusement Carole l'a souligné, cette vision manichéenne de la vie au Cameroun n'existe pas au RDPC. C'est-à-dire où ne doit pas exister, il y a bien des n'existe mauvais pas. D'un côté, fut-il dans l'opposition, et des bons uniquement ceux qui sont au pouvoir. Non. Non. Si nous nous référons à notre président national, qui est le président de ce pays, c'est un monsieur qui accepte le dialogue et qui nous a toujours rappelé à débattre et non à combattre. C'est une notion de lui. Donc moi je pense que toute critique constructive est toujours pour le bien du pays, même si elle n'est pas acceptée. Merci. Même si elle n'est pas acceptée. Même si on n'a pas le sentiment que la critique est acceptée, mais il faut faire son travail en toute loyauté et en tout patriotisme. Merci. Allez-y. Non, moi je disais, je partage pas le point de vue d'Anissé Kané au sujet de la plainte, forcément. Parce que je pense que si on libère pas si on n'ouvre pas les débats, si on n'ouvre pas les discussions, on se prépare à faire des guerres et des affrontements. Est-ce que la plainte... C'est-à-dire que la plainte, il a déposé une plainte, de ce que j'ai lu. Au nom du peuple bamileke. Non, pas au nom du peuple. Mais il dit que le Bamileke a cessé d'avoir il faut l'ordre. Est-ce qu'on peut parler de la plainte, s'il vous plaît? Allez-y. De ce que j'en ai lu. Oui. Pas de ce qui est dans ma tête ou dans la tienne. Ou dans ce qu'il a dit. Donc ce que je dis, c'est que dans la plainte dit, il appelle des gens d'ailleurs à venir, c'est une action collective. Tous les groupes, je suis lobbyiste, tous les groupes font ça. C'est-à-dire que il y a une cause, vous prenez le lead et vous invitez les autres à se joindre au wagon pour pouvoir donner plus de puissance et pouvoir aller plus loin. Et il dit dans sa plainte qu'il y a eu sur un plateau de télévision une interview dans laquelle il y avait une stigmatisation précise, ciblée d'une communauté de la part d'un membre du... Alors qu'il appelle les Camerounais de bonne volonté. Qu'il appelle les Camerounais de bonne volonté. Permettez qu'il termine. On est à la fin là déjà. Et il demande, il invite d'ailleurs, il y a un ensemble d'avocats, mais il demande que les conseils se constituent davantage pour permettre que par la gestion, la judiciarisation de cette prise de parole, qu'on commence à poser le problème aussi du tribalisme au Cameroun et qu'on arrive à le régler. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la plainte, écoutez-moi très bien, au lieu de faire la plainte, si M. Zébazé avait fait des coups, on était allé voir des gens dans la nuit pour leur demander pas tout à fait, mais bon, je vous le conseille, pour leur demander d'aiguiser les couteaux et les machettes, comme ça c'est déjà fait dans l'histoire récente du Cameroun par un groupe à Yaoundé. Et il y a d'ailleurs eu tout un ministre qui a signé un communiqué dans lequel il demandait qu'on mette hors de Yaoundé tous les étrangers qui sont venus faire du trouble chez eux. Et il y a cette semaine encore, ou il y a 2 semaines, une sénatrice du RDPC, de votre parti, qui a tenu des propos presque similaires dans une ville voisine de Douala. Donc si M. Zébazé, au lieu de porter l'affaire devant la justice, était allé plutôt organiser quelque chose qui représenterait une menace pour la sécurité, pour les choses des gens, moi je serais dans votre posture. Mais il dit, on judiciarise ça,
On va devant les tribunaux et chacun viendra devant les tribunaux fournir ses moyens et ses arguments. Je ne vois pas en quoi ça pose problème. On ne peut pas faire avoir un discours et avoir un discours contradictoire. Vous savez, en 1996, il y a eu une manifestation de Kodambo Asawa, dirigée par le député, ancien député Kindi. Lorsque le SDF a gagné les communes de Douala. Vous savez ce qu'on a fait? On a créé Vivre Ensemble pour dénoncer cela. On n'a pas demandé au Sawa de se mettre à mordre par aboyer. Nous avons écrit le prétexte Betty lorsqu'il s'est agi de dire que bon, parce que bien était au pouvoir, alors il faut envoyer aux orties tous les Betty. La position de Zébazé pose problème. Lorsqu'il parle à sa communauté de mordre, je ne sais pas comment ce faux, vous ne pouvez pas accepter. On parle de la plainte. Oui. Excusez-moi. Alors, la même personne ne peut pas faire une chose. La question de mort et tout, je parle de la plainte. Vraiment, je parle que de la plainte parce qu'elle est publique, je l'ai lu. Vous voyez? On peut pas faire une chose. L'appel à mordre, peut-être qu'il a lancé à un endroit où vous êtes retrouvés à deux. Mais moi, je n'étais pas au courant. Je n'ai pas été sensible, je n'ai pas été exposé à cet appel. Émile Messi, vous avez la parole. Il faut qu'on termine sur ce sujet. Parlons de la plainte. Oui. J'ai aussi vu, j'ai un peu lu, mais j'espérais vraiment trouver Zébazé sur ce point. Il était pourtant annoncé pour lui dire qu'il cesse cette agitation, cette gesticulation qui ne vise qu'à distraire les Camerounais. Non, elle ne distrait pas, elle pose problème plus que la distraction. Le Cameroun a des défis à relever. Lequel? L'affaire, l'incident sur la sortie de Momo est classée. Déjà? On s'occupe maintenant d'autre chose. De quoi? Le Cameroun a beaucoup de défis à Du septennat, des grandes opportunités. Défis de développement. Il faut se préparer Ce qu'on suffisamment n'a pas, pour le la CAN de développement. 2021. On en reviendra certainement. Non, on n'a pas le Il faut développement. créer les conditions d'adhésion. On n'a rien là. Se mettre en branle là pour distraire encore des Camerounais sur des faux problèmes. Sauf qu'il n'est pas un faux problème. Monsieur Messi, ce n'est pas un faux problème. C'est-à-dire aller à la télé et appeler à l'Holocauste pour un groupe. Non, on n'a pas fini. Le gouvernement a pris ses vous ne responsabilités. décidez pas, c'est pas vous qui décidez de quand le problème que vous avez provoqué, il s'arrête. Vous l'avez fait dans le cas de la crise anglophone. Aujourd'hui, vous êtes dépassé. Vous ne décidez pas aujourd'hui de déclarer une guerre. Nous, on a déclaré une guerre à Boko Haram. N'existe plus. C'est vrai, on avait des menaces. On a déclaré la guerre, mais on ne décidera pas nous seuls. Récupérer ce problème en termes de communauté, on n'a pas besoin de ça. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Zébazé veut retirer ce programme au profit d'une communauté. Si vous le permettez, on va évoluer dans le débat, messieurs. Merci beaucoup. Vous avez décidé qu'elle est finie? Une transition, je vous en prie, et on reprend le débat tout de suite. Merci. C'est pas fini. En 2018, une mise en garde a retenu l'attention de tous au soir du 10 février. Souvenez-vous, après le discours du président à la jeunesse, dans ce discours, le président Paul Biya disait « Soyez des internautes patriotes qui œuvrent au développement et au rayonnement du Cameroun, non des followers passifs ou naïfs des pourfendeurs de la République. » Je commence par vous, Rodrigue Sofo. C'était l'une des phrases les plus reprise du discours du président de la République le 10 février à l'adresse à la jeunesse camerounaise. Vous avez l'impression que depuis le temps, les jeunes Camerounais sont devenus des followers passifs ou ne sont plus des followers passifs, pardon? Je découvre quand même que le président, lui, il est devenu un follower actif. Il a fait sa déclaration de candidature à la présidence. Sur Twitter et sur Facebook, sur les réseaux sociaux, oui. Il n'a fait aucune campagne sur le terrain. Il vient d'être élu, selon le Conseil constitutionnel, à plus de 70% en ayant fait un demi-meeting d'une demi-heure. Donc je suppose, vraiment pour revenir sur le sujet, je parle avec beaucoup de sérieux, je suppose qu'il est véritablement, il n'est même pas qu'un follower, c'est-à-dire qu'il est un driver actif sur les réseaux sociaux, où il porte ses messages, il rencontre désormais les Camerounais. Ça touche les jeunes, il les mobilise, c'est une adresse aux jeunes autour de lui. Puisqu'on est maintenant dans le discours sur les... Pardon, on est maintenant dans l'avant-discours adressé aux jeunes ce soir. Est-ce que vous pensez que ce changement de communication, de mode de communication du président se rapproche beaucoup plus de son discours des jeunes aujourd'hui? Ce que moi j'aurais attendu, minimalement,
c'est que quand le président décide de changer de plateforme, de partir, de quitter les mainstream médias pour les réseaux sociaux dans sa relation avec les Camerounais, j'attendais du président qu'il construise les plateformes et les autoroutes qui permettent de faire vivre ces mainstream médias. J'ai un proche qui avait quelque chose de fondamental à faire hier, mais qui n'avait pas accès à Internet hier, dans la ville de Douala. Je ne vais pas parler de plus que ça. Les universités devraient être équipées des réseaux Wi-Fi ouverts, d'excellente qualité pour tout le monde. Les hôpitaux devraient être pareils, les lycées devraient être pareils. Ça, c'est partie de la petite phrase piquée quelque part pour amener ça sur le champ politique et agir. C'est-à-dire que 365 jours après cet appel à devenir des followers actifs, j'attends encore de voir. Et dans l'appel, il y a eu ce vaste programme de dons des ordinateurs aux étudiants. L'appel, le programme est presque bouclé. Les universitaires comme vous, est-ce qu'ils voient des changements dans la façon de travailler des étudiants quand on attendait que ces ordinateurs les rendent plus numériques et donc plus aptes à s'inscrire dans le nouveau système? C'est très tôt. En ce moment, je vois beaucoup d'étudiants devant leur ordinateur, bébé, mais plus en train de regarder des films qu'en faire autre chose. Ah bon? On parle de recherche. Ils ne peuvent pas en faire. Pourquoi? Ça coûte cher. Comme il disait tantôt, il n'y a pas un réseau. Donc le tout, c'est pas de donner un ordinateur. Non, c'est pas tout, ça coûte cher. On ne peut pas aller s'acheter les unités. Voilà, c'est pas évident. Pour eux, pas évident. Anissé Kane, le président Paul Biya avait aussi expressément invité les jeunes à exercer leur droit de vote. Et il les a appelés donc, ça veut dire 100 ans, à s'inscrire sur les listes électorales et puis exercer le droit de vote dans cette année 2018 qu'il annonçait comme année charnière électorale. Avez-vous l'impression que les jeunes ont pesé sur l'élection présidentielle, tout au moins la dernière de 2018, par une participation déterminante? Bon, avant de répondre rapidement, je voulais dire que dans toutes les places en Europe, les places publiques, le Wi-Fi est gratis. Tout à fait. Au moins dans les universités, le pouvoir aurait dû s'arranger que le Wi-Fi soit complètement gratis. Ça ne coûte pas grand-chose. Sinon, rien du tout. Que dans les anciennes universités ou aux alentours, bon, qui ait accès à Internet gratis, ça ne coûte rien du tout. Par rapport à tout ce qu'on dépose pour des opérations qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Bon, par rapport au... Non, je ne pense pas que les jeunes aient pesé. Si les jeunes avaient pesé dans cette élection, il n'y aurait pas autant non seulement d'abstention, et on aurait augmenté le nombre d'inscrits. La fameuse opération 11 millions, c'est une opération foireuse. Je crois que c'est une opération privée, ce n'est pas une opération portée par... Oui, non, la question c'est est-ce que les jeunes ont pesé, oui. Ont pesé, les jeunes n'ont pas pesé. Les jeunes, pour la grande majorité, sont hors du débat politique en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils se considèrent comme abandonnés au bord de la route par rapport à leurs préoccupations essentielles. Comment voulez-vous demander, par exemple, aux étudiants de s'investir dans le débat politique alors qu'ils n'ont pas le sentiment que ce débat politique peut aboutir à changer quelque chose dans leur vie quotidienne? C'est ça En 1992, pourquoi Founi a gagné, je le dis encore? Parce que les perspectives de victoire et de changement radical ou sérieux se présentaient. Il y a peu de gens, sauf quelques naïfs, qui auraient pu imaginer au début de la campagne, à la fin de la campagne de 2018, que Paul Biya sera battu. Vraiment. Donc, c'est rigoler que de penser que bon, les gens vont s'impliquer dans la politique. J'avais dit un jour au Premier ministre que vous savez, le jour où les Camerounais vont s'impliquer en politique, c'est le jour où la LPC va perdre les élections, véritablement. Là, vous allez avoir un engouement terrible au niveau de l'inscription sur les listes électorales. Merci beaucoup. Émile Messi, les jeunes se sentent abandonnés au bord de la route. Est-ce que vous partagez cette vision, cette façon de voir? Pas du tout. Les jeunes ne sont pas abandonnés au bord de la route. Ils sont où? Ils sont dans la... Les jeunes, la caravane RDPC. Pour revenir à la question de Rodrigue Sofo. Oui, soyez des followers patriotes. Oui, et non des followers passifs. Vous savez, des followers actifs. Le débat qu'on vient de tenir là tout à l'heure sur le tribalisme, en réalité, c'est passé dans les réseaux sociaux. Ça,
où on a inventé cette histoire de tontinard, de sardinard. Ça veut dire C'était qu'ils sont internautes patriotes ou followers passifs, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux? Ils ne sont pas internautes patriotes. Donc, justement. ils sont followers passifs. Il faut qu'ils sortent de cette logique. Donc le président a échoué. Qui risque d'embraser. C'est ce qu'il condamnait justement. Donc il a échoué. Un an plus tard, cela reste. Écoutez, changer de cap. Il faut arrêter d'utiliser les réseaux sociaux comme étant moyen pour déstabiliser ce pays. Parce qu'on a dit beaucoup de choses sur le tribalisme là. Or, en réalité, c'est dans les réseaux sociaux que le problème se pose. N'est-ce pas? Il faut le dénoncer. L'interview de Momo, c'est Et je crois qu'il en est l'un des auteurs très réputés. Pour revenir au professeur, oui, le geste est déjà bon. Les ordinateurs, les 500 000 ordinateurs, c'est là, on va certainement améliorer avec le Wi-Fi, comme il a dit. Mais tout au moins, les étudiants se servent également pour saisir leurs travaux, pour faire beaucoup de travaux et ainsi de suite. Mais également, ce qui est intéressant pour la jeunesse de l'université, c'est également cette opération de 2000 PhD ou doctorats à recruter dans les 3 prochaines années. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle pour ces jeunes qui ont parfois le doctorat, mais qui sont dans l'errance. Je crois que le professeur, il est ici avec nous. C'est une opération qu'on n'a jamais vue. 65% de jeunes. 2000 PhD pour une quinzaine de millions de jeunes. Qu'est-ce que ça change? Non, j'ai dit seulement sur ce pan-là. Sur ce pan, à l'université, je crois que le professeur devrait le saluer. Parce qu'il aura beaucoup de collègues maintenant qui vont encadrer. Qui seront plus jeunes. Voilà, le travail, ainsi de suite, va un peu plus élevé. Et par rapport à l'inscription sur les listes électorales, c'est mon combat. Et d'où je parlais de cette éducation politique. Les jeunes n'y vont pas. Il faut que les jeunes s'intéressent à l'activité politique. Mais comment les intéresser? C'est-à-dire ce discours ou ce slogan qui pensait que l'école aux écoliers et la politique aux politiciens est appelé à évoluer aujourd'hui. Comment le déconstruire aujourd'hui, ce discours que vous avez tant tenu vis-à-vis de ces jeunes? Ils se sont écartés comme vous avez demandé. Ils ne se sont pas écartés. Ils vous ont laissé la politique aux politiciens. Ils n'ont pas laissé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on dénonce aujourd'hui ces réseaux sociaux, ils sont très actifs, passifs, là, en promulguant des choses qui ne sont pas bien. Donc, nous sommes d'accord que les jeunes, parce qu'on ne peut pas faire le bilan de la jeunesse à la question, les jeunes ne sont pas abandonnés au bord de la route. Mais le président pense que, et il a d'ailleurs promis, lors de son investiture, qu'il a compris qu'il faut intégrer les jeunes dans la prise de décision et dans la gestion même du pays. Rodrigue Sofo, l'année dernière, il y avait aussi une invitation à ne pas céder à la tentation de l'immigration clandestine. Beaucoup de Camerounais sont morts sur les routes. Certains ont été rapatriés, on l'a vu par vagues ces dernières années. Est-ce que vous avez l'impression que, après ce discours, les jeunes ont de plus en plus envie de rester au Cameroun parce que le président leur a demandé pour, dit-il, participer à la construction de cette vision à l'horizon 2035, comme il le disait dans son discours de 2018? Je n'ai pas d'indicateur, d'unité de mesure pour voir s'il y a de manière empirique. Oui. Mais de manière empirique, les gens restent parce qu'il y a une offre alternative. Et on ne voit pas d'offre alternative. Les gens restent pour augmenter le chômage? Je ne sais pas. Les gens restent pour participer à la gestion des affaires de la cité? Je ne vois pas. Les gens restent pour participer au développement des entreprises et à la création des emplois? Je ne vois pas. Vous venez d'évoquer un cas, on recrute des gens. Les seuls emplois que ce régime a réussi à créer au Cameroun, c'est par recrutement dans la fonction publique. C'est une hérésie. Ça n'existe nulle part au monde. La chose que l'État fait, c'est que l'État crée des cadres et des conditions pour permettre aux acteurs privés de développer leurs activités et donc par ricochet de recruter et donc de générer des emplois. Il n'y en a pas. On parlait de l'implication des jeunes dans la politique. Il y a 2 semaines, le recteur de l'université de Yaoundé 2 a publié un gros communiqué dans la presse interdisant toute discussion politique dans l'enceinte de son université. Et monsieur Messi de la communication et du comité central du RDP nous dit non, il faut qu'on évolue. L'école aux écoliers, il faudra évoluer. Non. Je crois qu'il faut préciser quelque chose. Oui, vous allez préciser, pour ça qu'il va jouer dans cette lancée. D'accord, je voudrais vous dire qu'il y a 10 ans, le chef d'État, j'ai été invité dans un média et un 10 février, à la veille donc
Oui, Non, ou bien le au discours, c'est le lendemain, jour. le lendemain, Oui. le lendemain. Le discours, c'est le 10 février. Le lendemain du discours, pour commenter. Le chef d'État, il y a 10 ans, avait appelé les étudiants, les jeunes, à rêver. À oser. À oser pour ressembler seulement à qui au Cameroun. Je dis, où sont les modèles? Où sont les modèles? Vous êtes un modèle, professeur Kimali. Peut-être. Mais allons faire une enquête à l'université, où j'enseigne depuis 20 ans aujourd'hui. Si je suis un modèle. Vous n'êtes pas perçu comme un Mais je n'ai modèle. pas d'argent. Je suis pauvre. J'ai pas Les de modèles voiture. sont ceux qui ont de l'argent. Oui, je n'ai pas de voiture. Attendez. Voilà. Mais les jeunes ont quel modèle au Cameroun? Quel modèle? Oui. Et c'est des questions qu'on laisse. Voilà. Le jour où on a nommé, je reviens sur, je ne voulais pas prononcer son nom, Jean de Dieu Momo, ministre. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? J'étais Que tu traînes la troisième, Oui. comme ça, ancien troisième. J'ai vu les gens enthousiastes. Il a réussi. Et il a réussi, Il a réussi quoi? Il est ministre. Un concours. Il est ministre. Un concours. Vous voyez, des référents. Merci. Sur la base de quoi? Il a fait comme ça jusqu'à... Voilà, il a fait comme ça. Non, en fait, Émile Messi. en fait, il y a un travail d'abaissement du prestige Oui. d'un ensemble de fonctions et d'institutions dans ce pays. Et c'est un travail qui est en place depuis très longtemps. Mais parce que les valeurs sont inversées. L'objectif, c'est de dire qu'il n'y a pas de plus valeureux que d'autres. On est tous égaux. Et donc, comme on est tous égaux, bon, il y a un seul qui émerge, qui est au-dessus. Il y a un type qui a dit qu'il est un créateur. Et donc, tous les autres sont ses créatures. Merci. Émile Messi. Oui, On va terminer avec vous, Anissé Kane, puisqu'on a terminé. Je voudrais dire à la suite de mon compatriote que lorsque je parle de l'éducation politique, il ne s'agit pas d'aller créer dans les universités et les établissements publics des débats sur les partis politiques. Mais où est-ce qu'on va trouver Je les dis, jeunes la culture sur les politique, campus? la Oui. culture politique n'a rien à voir avec les débats sur le militantisme dans les partis. C'est pas de ça que je parle. Je voudrais dire que un citoyen normal a besoin de connaître comment fonctionne la politique de son pays avant même de s'y engager. A besoin de savoir l'importance du vote, par exemple. A besoin de savoir l'importance du respect des institutions. Et ça ne se dispute pas sur des les autorités. campus. Ça ne doit pas se disputer sur les C'est de campus. ça qu'il faut discuter dans les campus et non les partis politiques. Ah, donc vous choisissez ce qu'on Vous va voyez, discuter. c'est des thèmes de l'éducation. Vous choisissez. Merci. Et pour revenir à l'ironie du professeur, parce qu'en fait, il posait une ironie qu'il n'est pas modèle parce qu'il n'a pas l'argent. Non, non. c'est En pas fait, l'ironie. Parce que vous avez érigé être le modèle, les gens en le modèle aujourd'hui, peut-être, il Il aura dispose raison. pas des ascenseurs que sociaux, oui. Cette recherche du gain a atteint également l'universitaire. Non, on est dans la culture du Parce que l'universitaire lui-même aujourd'hui de l'avoir. ne sait même plus ce qu'il doit faire. Je vous prends un exemple simple. Oui, pour sortir. Lorsqu'un On a professeur 2 minutes de la d'université fin. est nommé chef de service, par exemple, à Yaoundé, et se plaint à faire des tours de va-et-vient chaque semaine, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui n'est pas Alors qu'il normal? abandonne. Ce qui n'est pas normal, c'est que c'est la recherche qui prend un coup. Et L'émission de l'université, c'est quoi? Et qui le nomme? L'enseignement, la recherche et l'appui au développement. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que, même dans leurs revendications à l'université, est-ce qu'ils ont déjà posé des motifs de revendication sur la qualité des On va recherches pas qui en est faire- on fournie? va pas faire l'objet du Mais débat. on verra toujours On que va c'est pas le en faire salaire l'objet qui du n'est débat. pas On va payé, pas c'est faire la le prime débat. qui n'est pas payée, Mais ainsi merci. de suite. Merci. Comment voulez-vous être des modèles alors que vous ne faites rien pour devenir des modèles de société? Anissé Kane. Monsieur Messi, Soyez lucide parfois Monsieur vous-même. Messi, Kane. c'est le contexte sociopolitique qui crée des repères et des modèles. C'est pour cela donc Non, que je c'est- m'appuie c'est sur pas le l'université rêve. pour Non. qu'ils sortent aussi Cette société de- a fabriqué des repères qui nous ramènent en arrière. Oui, donc c'est Qui ce ne sont promeuvent d'orgueil. pas le travail, l'abnégation, le courage, le sacrifice. Bon, je voulais terminer par rapport à l'immigration. Vous savez, je disais souvent à mes neveux et nièces, et j'ai eu ce débat avec les gens, que les Bensikines nous embêtent. Mais vous savez, si vous demandez à quelqu'un de ne pas prendre le Bensikine, il est en retard à l'hôpital, il est en retard au boulot, il est en retard à l'école, parce qu'il n'y a pas de transport en commun. pas de transport en Tous commun. ceux qui prennent le Bensikine tous les matins savent à quoi s'en tenir par rapport au risque. Mais ils sont obligés de prendre ces Bensikines, Ouais, il va faute à de mieux. C'est pareil pour les jeunes qui émigrent et qui vont en Libye.
faute de trouver sur place des motifs de rêver pour un travail meilleur, une vie meilleure, une femme, un domicile, etc. Ben, construire une vie, simplement. Construire une vie, ils prennent le risque d'aller... Quitte à perdre la vie. Il y a l'un d'eux qui venait de revenir, il me disait que c'est la possibilité, il va repartir. Parce que ici, c'est la mort certaine, ailleurs, c'est la mort peut-être. Alors, messieurs, le discours du président de la République, c'est donc ce soir, 20h, si tout va bien. Et vous le regarderez sur Canal 2 International. Mais avant, dès 18h, on aura en face à face des jeunes sur leur avenir. Et Denis Emilien Atangana, président d'un parti politique, croisera le fer avec Charles Zan, cadre du RDPC. À 19h, on aura un journal spécial où nous irons dans les 10 régions du Cameroun voir ce que font les jeunes et ce qu'ils attendent du président de la République. 20h, le discours. Juste après, le débrief du discours, ce sera avec Rodrigue Tongué. Merci monsieur d'être venu, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite un bon dimanche et tout de suite, c'est Djambo. Oui, on vient de passer 2 heures. Mine de rien pour ça qui m'a joué. À dimanche prochain et bonne fête de la jeunesse monsieur. Okay. Mine de rien, vous l'êtes encore, hein, des jeunes. Je suis plus jeune. C'est de 7 à 77 ans, dit-on.